Eh bien, salut tout le monde, comment allez-vous? Moi, c'est Ronan, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue sur Ludiquement Parlant. Chose promise, chose due, je vous avais parlé lors de ma vidéo consacrée aux vœux 2025 des jeux qui allaient intégrer ma ludothèque et donc la chaîne, par la même occasion. Eh bien là, je vous propose de regarder ensemble le jeu ici présent. Il s'agit de Dungeon Saga Origins. Et sans plus attendre, regardons ce qu'elle contient et ce qu'elle a à nous offrir. C'est parti. Dungeon Saga Origins. Pixie Games, c'est eux qui se sont collés à la traduction VF du jeu, puisqu'il s'agit d'un jeu à l'origine de chez Mantic Games. Rappelons que Mantic Games est une boîte anglaise. Et donc, il s'agit d'un jeu d'exploration de donjons et d'aventures palpitantes. Et ça tombe bien, c'est tout à fait ce que je recherchais. Il me fallait un dungeon crawler dans ma ludothèque. Donc là, on aperçoit un nain guerrier. Ici, on aperçoit, je crois que c'est Dormar, son nom. C'est le mage, le magicien de la bande. Orlaf, le barbare. Et une archère elfe, je me rappelle plus de son prénom, mais ne vous inquiétez pas, nous allons vite le retrouver. Et donc, que nous dit-on au sujet de ce jeu au dos de la boîte? Alors, Dungeon Saga Origins, c'est un jeu palpitant mêlant magie et aventure pour 1 à 5 joueurs, incarné de valeureux héros menant leur quête au cœur des antiques cavernes naines, où tenait le rôle du démoniaque maître du jeu qui œuvre à contrecarrer leurs plans en interposant ses hordes de squelettes et de zombies. Dungeon Saga Origins contient tout ce dont vous avez besoin pour une fantastique exploration de dungeons. 4 figurines de héros, 18 figurines de monstres, 4 cartes héros et 2 cartes boss, cartes équipements, sorts et monstres, jetons et tuiles de jeu, dés, 10 quêtes passionnantes, un livret de règles. Alors j'aime bien les 10 quêtes passionnantes. Et là, on a un aperçu visuel de tout le contenu évoqué sur le côté là. Voilà. Alors bon, c'est voilà 5 joueurs, 60 minutes, 10 ans et plus. Et on a donc le site Pixie Games, si on veut aller chercher des informations. Alors c'est vrai qu'à l'origine, ce jeu a été financé par GameFound, il me semble. Je crois pas qu'il soit passé par Kickstarter sur le coup, puisque il y avait déjà Dungeon Saga, première itération. Là, c'est la deuxième itération qui a changé d'appellation en ajoutant Origins. Et donc effectivement, ça, c'était la boîte de base. Il y a eu des stretch goals débloqués au fur et à mesure de la campagne, et il y a eu bien entendu d'autres extensions. À l'heure actuelle, Pixie Games s'est occupé de la traduction donc de la boîte de base. Quid, me direz-vous, des extensions, puisque aïe, elles ont commencé à faire leur apparition sur le site de Mantic Games, mais en anglais. Alors moi, je suis allé voir sur le site de Pixie Games, et chose très sympa de leur part, ils indiquent, on va dire, un peu les projets qui vont arriver. Vous cliquez sur un lien et ils vous annoncent les jeux qui vont arriver au fur et à mesure. Et malheureusement, pour l'instant, sur 2025, je ne vois aucune des extensions qui ont été financées arriver dans la langue de Molière. Alors, quelqu'un a posé la question. Pixie Games a répondu que les fichiers étaient bien traduits, ils étaient en attente du feu vert de chez Mantic. Et je vous avouerai, ce qui me chagrine un peu chez Mantic, c'est qu'en général, la boîte, ils ont déjà fait le coup. Je pense à Hellboy, entre autres, le jeu de plateau. Ils vous font la boîte de base en français, et puis après, pour les extensions, ça reste en anglais. C'est ça qui m'inquiète un petit peu. Donc, c'est dommage, puisque moi, je suis parti, peut-être comme vous, si vous avez acquis le jeu, dans l'optique, justement, d'avoir un dungeon crawler et de me procurer toutes les extensions qui allaient arriver au fur et à mesure. Voilà. Bon, sans plus attendre, nous allons donc procéder à l'ouverture de la boîte. Alors, j'espère que je vais pas foirer cette ouverture, c'est-à-dire le couvercle et tout le contenu qui vole en l'air et dans tous les sens. Ce serait un drame, voilà. Et oh, oh.
Oui, bon, peut-être on va peut-être arrêter d'exagérer, notre extase. Donc, nous avons le procès de la tyrannie, et donc, ça doit être le livre de campagne. Je fais le mec innocent, mais en fait, la boîte, vous allez le voir, a déjà été ouverte. Et oui, non pas pour vérifier son contenu, mais pour peindre ses figurines. Puisque je rappelle que sur la chaîne, si vous ne la connaissez pas, si c'est pas peint, c'est pas joué. Voilà, donc ça, c'est le petit livret de campagne qui va avec. Et on va s'abstenir de l'ouvrir pour éviter de spoiler comme des gros porcs. Sinon, vous allez m'en vouloir à mort, vous allez me faire des commentaires désobligeants. Ouais, moi j'avais l'intention de jouer, à cause de toi, j'ai pas pu m'empêcher de regarder, du coup je connais tout en avance. Ensuite, nous avons donc le livret de règles, ce qui nous intéresse, hein, pour l'apprentissage, évidemment. S'il n'y a pas de livret de règles, eh ben, on peut pas jouer, à moins qu'on fasse des règles maison. Ça, on va le regarder plus tard, et en détail. Enfin, dans pas longtemps, à vrai dire. Donc, petit livret de règles, hein. Franchement, vous voyez, il y a au total 26 pages, voilà, avec quelques petites illustrations. Là, c'est un guide de démarrage rapide. Alors ça, c'est bien, hein, parce qu'ils le font tous maintenant. Alors ça nous permet effectivement, voilà, d'y aller à notre rythme, tranquillou, et de voir un petit peu les mécaniques, hein, d'avoir un aperçu du mode de fonctionnement du jeu. Vous êtes maintenant prêt à apprendre les bases du déplacement et du combat. Alors c'est très guidé, hein, en fait. Hein, en clair, vous voyez, on vous donne même les résultats en avance. Hein. C'est pas incroyable ça, c'est fantastique. Voilà, mais bon, ça permet effectivement de bien appréhender les règles. Et j'aime bien à la fin, félicitations, vous avez terminé votre entraînement et vous savez désormais vous déplacer, combattre et attaquer à distance dans le donjon. Vous êtes maintenant prêt à lire les règles complètes dans lesquelles vous apprendrez également à lancer des sorts et à explorer le donjon, truffé de trésors, de pièges et de passages secrets. Voilà, et les dalles. Alors moi, personnellement, je les trouve très belles, très lumineuses, très colorées. Donc c'est d'un seul tenant, hein, recto verso. Vous voyez, franchement, ça claque. Franchement, ça claque. Ah oui, alors on est loin peut-être du donjon humide, sombre, couvert de mousse. Quoique là, oui, il y a des traces de sang aussi. Hein, voilà. C'est pas non plus hein, un parc d'attractions. Hein. Voilà, donc deuxième dalle, recto verso, et troisième dalle. Nous avons 3 dalles, recto verso. Voilà, donc il y a de quoi s'occuper. Et enfin, c'est le bordel à l'intérieur de la boîte, puisque j'ai tout dépunché. Alors, nous avons le carte profil des personnages. On va regarder ça, vous inquiétez pas. Alors oui, il y a quand même 4 héros. Alors quand ils disent 1 à 5 joueurs, c'est parce qu'en fait le 5e joueur, ça sera le maître du donjon. Donc celui qui voudra vous affronter et régler ses comptes avec vous. Et nous avons 2 cartes de boss, le roi des nains mort-vivant et le troll zombie tyrannique. Mais on va regarder ça en détail. Hop, je les mets de côté en attendant. Ensuite, petit couvercle de protection. Alors ça, je trouve ça vachement bien, entre nous soit dit, d'avoir des couvercles comme ça, et ils le font tous de plus en plus. Et là, nous avons donc des cartes, plein de cartes. Enfin, pas tant que ça en fait. Mais de quoi, effectivement, alimenter le jeu. Et voilà, j'ai perdu un jeton. Ils sont en train de se balader. Hop. Hop. Donc voilà. Donc dedans, nous avons les cartes exploration, les cartes des sbires, de leur comportement, les cartes de sort, équipement légendaire, et on va regarder ça tranquille. Et enfin, donc, vous aurez les dés. Hein. Ah, il y a vraiment un nombre conséquent de dés, il n'y aura pas besoin d'en racheter, ça c'est déjà la bonne affaire. Plein de petits jetons, bon les jetons qui représentent les pesetas, les pièces d'or, les jetons, donc interruption, réanimation. Alors ils appellent ça réanimation. Bon, c'est un petit détail. Hein. Et d'autres jetons hein, qui sont assez spécifiques. Hein. Enfin, si, bon, celui-là, évidemment, hein, le jeton vie, hein, cœur, qui sera placé sur les fiches des héros pour déterminer leur point de vie. Et donc, des petits tokens, des petites tuiles là, qui vont représenter du mobilier, des éboulis, des coffres au trésor, des passages secrets. Vous voyez, ça, c'est un coffre au trésor, par exemple. Ça, je sais que c'est un passage secret. Voilà, vous voyez, un meuble donc de grande hauteur, là.
Si vous avez des petits cubes là qui vous indiquent en fait si ça offre des couverts ou pas. Vous voyez, couverts bas ou haut, je sais plus le terme, mais ça on va regarder. Et pièges aussi, des jetons pièges, hein, voilà, qui peuvent être déclenchés de manière impromptue parce qu'on met ses pieds n'importe où. Des tonneaux. Vous avez aussi lorsque vous franchissez les portes, voilà. Vous voyez, recto verso. Ah, c'est fermé et là c'est ouvert. Voilà. Vous voyez, j'ai tout dépunché puisque une partie de jeu a déjà été filmée et je remercie l'ami Pascal, abonné de son état à ma chaîne. Nous nous sommes rencontrés et ensemble nous avons joué en collaboration. Donc le premier scénario du mode campagne donc de Dungeon Saga Origins. Et enfin les figurines de la boîte qui sont, comme vous pouvez le constater, puis peintes. Puis on regardera ça d'un peu plus près. Alors, moi je trouve que là, et ça aussi, je trouve que c'est une tendance maintenant qu'on retrouve de plus en plus dans les jeux, c'est qu'on n'a plus non plus pléthore de figurines, on n'est pas noyé sous la masse. Et la question est de savoir si le nombre de figurines, surtout les sbires, hein, les monstres proposés, sont en nombre suffisant pour jouer. Et force est de constater que pour l'instant, enfin moi j'en ai fait qu'une seule partie pour l'instant, oui, ça va, ça se gère bien. Et ce qui est bien, c'est que voilà, pour ceux qui, comme moi, aiment peindre, ben, ça permet d'aller beaucoup plus vite et du coup de pouvoir jouer beaucoup plus rapidement. Alors que lorsque vous avez énormément de figurines, ben, ça va prendre énormément de temps pour toutes les peindre. Alors après, il y a d'autres astuces. Hein. L'astuce consiste à regarder le premier scénario qui doit être joué et à peindre juste les figurines qui seront voilà, consacrées aux 10 scénarios. Bon, là, les 4 héros, vous n'avez pas le choix, il faut jouer les 4 héros, mais concernant les ennemis, là, par exemple, je peux vous dire que vous allez, sur le premier scénario, avoir des archers squelettes, des guerriers squelettes, cuirassés, machin, là, et un zombie ou deux, quoi, vous voyez. Donc, vous n'allez pas vous retrouver avec des guerriers nains morts-vivants, un boss dès le départ, voilà. Donc voilà pour le contenu. Vous voyez, alors on croule pas non plus sous quantité énorme de matériel. Il y a ce qu'il faut. À mon sens, vraiment, la boîte n'est pas en excès et elle a vraiment ce qu'il faut pour lancer ses premières parties. Voilà, donc maintenant nous allons regarder en détail chaque élément et moi ce que je vous propose c'est d'attaquer avec le livret de règles. Alors, comme je l'ai dit, hein, on va juste s'attarder au livret de règles. On va mettre de côté la quête, puisque je ne veux pas vous révéler son contenu, parce que ce serait un petit peu dommage hein, pour ceux qui veulent se procurer le jeu et découvrir par soi-même. Alors, bon, petite introduction, hein, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ? Bienvenue dans Dungeon Saga Origins, le jeu fantastique et passionnant d'exploration de donjons et d'aventures palpitantes. Décidément, le mot palpitant revient. Ils adorent employer ce mot. Hop, je vais peut-être me recentrer par là, les amis. Alors, ce jeu est prévu pour 1 à 5 joueurs. L'un d'entre eux joue le rôle du maître du jeu, responsable des monstres. Son rôle est de veiller au bon déroulement de la partie et de s'assurer que tous les joueurs s'amusent. Bien entendu, il peut être aussi sournois ou indulgent qu'il le souhaite envers les héros. Des règles sont incluses pour jouer sans maître de jeu, y compris en solo, et en voilà une bonne nouvelle. Les autres joueurs contrôlent les héros se lançant dans diverses quêtes passionnantes, barbares, nains, elfes et sorciers. S'il y a moins de 5 joueurs, certains peuvent jouer plusieurs héros. Pour une partie plus difficile, chaque joueur peut n'en jouer qu'un. Alors, c'est vrai qu'avec Pascal, nous sommes évidemment répartis, hein, les 4 héros. Moi, j'ai pris le contrôle de Orlaf, le barbare humain, et de Danor, le sorcier humain, et Pascal, lui, a pris le contrôle de Rordin, le combattant nain, et Madriga, l'archère elfe. Voilà. Les monstres, hein, donc 2 zombies, 2 guerriers squelettes, 2 autres zombies, un revenant nain, 2 archers squelettes, 2 fantômes, 2 zombies cuirassés, 2 guerriers squelettes, et un troll zombie. Concernant les boss, on aura le roi des nains mort-vivant et le troll zombie tyrannique. Alors voilà, bon, je vous passe hein, cette page. Donc, concernant la mise en place, donc c'est très très simple en fait. Hein.
Donc vous allez choisir le scénario à partir du livre de quête, donc qui s'appelle le procès de la tyrannie, et vous allez avoir un plan qui va vous donner les dalles que vous allez devoir positionner dans un certain sens. Et suite à cela, donc qu'est-ce qu'on nous dit? Le maître du jeu, lui, il va prendre 4 jetons interruption qu'il va placer devant lui. Alors les jetons interruption, ils se présentent, je vous les ai déjà montrés, mais comme ceci, voilà. Et ça va permettre justement de casser un peu le tempo, de mettre des bâtons dans les roues de nos héros. En fait, dans la plupart des jeux, vous activez un personnage, il effectue ses actions et tous les joueurs activent à tour de rôle leur héros, et puis une fois que la phase des joueurs est finie, on passe, on va dire, à la phase du maître de jeu ou du maître du donjon. Là, il a la possibilité de venir nous casser les pieds, de venir péter notre plan bien huilé. Enfin, bien huilé, c'est peut-être un peu prétentieux de notre part, mais bon. Voilà, après, donc, il faudra prendre les cartes monstres, sbires et boss, donc, doivent être conservées face visible devant le maître du jeu pour servir de référence au cours de la partie. Les cartes exploration sont mélangées et placées face cachée à portée des joueurs. Chaque joueur héros doit choisir l'une des 2 prouesses disponibles pour son héros en plaçant la carte prouesse face correspondante visible. Alors oui, on va les regarder, ces cartes prouesses. Alors, il n'y en a pas pléthore, hein. Il y a une carte par héros, recto verso. Vous devez choisir une face et elle sera valable uniquement une fois par partie. Ce ne sont pas des prouesses que l'on peut recharger d'un round de jeu au suivant. C'est une fois par partie. Donc il faudra bien les utiliser. Le joueur, donc, jouant le héros sorcier, choisit 2 des 3 sphères de sort disponibles. Donc, il y a la magie phonique, l'hydromancie et la pyromancie. Alors, moi, pour le coup, pour ma première partie, j'ai choisi la magie phonique et la pyromancie. Il y a 3 cartes par sphère de sort. Donc, au total, ça fait 3, 6, 9, vous voyez. Sachant que là aussi, c'est comme les prouesses des héros. Vous ne pourrez les utiliser qu'une fois par partie. Une fois le sort effectué, qu'il est réussi ou non, vous devrez défausser la carte. Et les cartes sorts restantes sont rangées dans la boîte. Donc vous allez utiliser au total 6 cartes sur les 9 disponibles. Et enfin, si un héros découvre aux dépenses de l'or, utilisez les pièces d'or de la réserve pour l'indiquer. Elles existent en valeur de 10, 25, 50, 100, 250 et 500. Après, donc, on a les cartes des héros. Donc, on va regarder ça plus en détail, puisque je vais vous les montrer. Donc, carte des héros, carte des monstres, et après, on nous explique le déroulement d'une partie. La partie se déroule en plusieurs manches. À chaque manche, tous les héros jouent leur tour. Lorsque tous les joueurs ont joué le tour de leur héros, c'est au tour du maître de jeu de jouer, c'est ce qu'on a dit. Et une fois que tous les joueurs héros comme maître du jeu ont joué leur tour, la manche se termine, et une nouvelle manche commence avec les joueurs héros, et ainsi de suite. Donc là, ce qui est intéressant et ce qui change de certains jeux, c'est qu'on nous indique que les joueurs héros peuvent jouer leur tour dans l'ordre qu'ils souhaitent. Cependant, chaque héros doit terminer son tour avant que le héros suivant ne commence le sien. Ouais, on peut pas commencer, s'interrompre. Vas-y, Paul, active ton personnage et hop, je reprends juste derrière. Ça, c'est pas possible. Lorsqu'un joueur effectue un tour avec un héros, il peut à la fois se déplacer et effectuer une action avec son héros. Un héros peut se déplacer puis effectuer une action, ou effectuer une action puis se déplacer. Les joueurs ne peuvent pas effectuer une partie de leur déplacement, effectuer une action puis terminer leur déplacement. En clair, on ne peut pas séquencer. C'est action, déplacement ou déplacement, action. Je ne peux pas commencer une partie de mon déplacement, me l'interrompre, réaliser une action puis reprendre le reliquat de mon déplacement. En fait, c'est tout ou rien. Et pareil, ça sera la même chose lorsque le maître du jeu va activer ces monstres, les sbires ou boss, c'est-à-dire que eux aussi vont pouvoir se déplacer et réaliser une action, ou réaliser une action puis se déplacer. Ils ne peuvent pas non plus séquencer. Et là, il nous explique, c'est ce que je vous disais un peu avant, c'est que de plus, le maître de jeu a la possibilité d'interrompre les tours des joueurs héros. Cette capacité permet au maître du jeu d'activer un seul monstre en dehors de l'ordre du tour normal. Si vous avez l'intention d'incarner le maître du jeu, consultez la page 21 pour plus de détails. C'est les fameux jetons interruption. Alors, si vous souhaitez regarder plus en détail, n'hésitez pas à mettre sur pause. Donc là, on nous explique comment vont se réaliser les déplacements. Donc en clair, les figurines peuvent se déplacer en diagonale tant que le déplacement dans l'une des cases de part et d'autre de la diagonale est normalement autorisé.
Une figurine doit clairement faire face d'un des 4 côtés de la case où elle termine son déplacement. Une figurine qui choisit de ne pas se déplacer peut toujours être orientée dans une nouvelle direction. Ceci compte comme son déplacement du tour. Un joueur choisit l'orientation de sa figurine à la fin de son déplacement afin qu'il soit clair pour tout le monde. Les héros peuvent traverser librement les cases occupées par d'autres héros, mais pas par des monstres. Les monstres peuvent traverser librement les cases occupées par d'autres monstres, mais pas par des héros. Aucune figurine ne peut s'arrêter sur une case occupée par une autre figurine. Aucune figurine ne peut traverser les murs, sauf si une règle spéciale l'autorise. Il doit y avoir une porte ouverte ou un passage secret à travers un mur pour qu'une figurine puisse le traverser sans règle spéciale. Aucune figurine ne peut traverser du mobilier, y compris les coffres au trésor. Ça, c'est des petits détails qui tuent. Changer l'orientation de sa figurine, bon là, il y a un peu répétition, hein, compte comme un déplacement, même si elle ne change pas de case. En fait, vous faites du surplace. Parce que, effectivement, vous avez ce qu'on appelle dans ce jeu un arc avant et un arc arrière. Et effectivement, vous l'aurez compris, si vous déclenchez une attaque sur un ennemi alors que vous êtes dans son dos, cela va vous donner un certain avantage. Alors, normalement, l'ennemi attaqué de la sorte va perdre un dé de défense. Sauf que il y a une règle qui prévaut hein, sur cette règle, si vous me permettez l'expression, c'est qu'en fait, vous ne pouvez jamais lancer moins de 2 dés, quoi qu'il advienne. Donc, vous allez voir que nous, ça nous a posé un petit peu de problème, là, surtout pour la première partie, puisque il s'avère que nos ennemis, qui étaient des squelettes archers et squelettes guerriers, eh ben, ils tournent à 2 dés. Donc, que vous les attaquez de face ou à l'arrière, ça change à rien, ils auront toujours leurs 2 dés, vous voyez ? Bref, par contre, eux, c'est une autre paire de manches. Si, comme vous, étant des héros, vous lancez beaucoup plus de dés qu'eux, si eux se positionnent derrière vous, c'est clair que là, c'est le malus, vous allez le sentir. Après, on nous explique qu'il peut y avoir du mobilier. Donc, le mobilier sur le plateau est soit haut, soit bas. Et donc, on a bien les symboles des carrés. Vous voyez, 2 carrés, c'est haut, 1 carré, c'est bas. Donc après, on nous explique qu'il peut y avoir des cases bloquées. Certains plans de quête indiquent où le maître de jeu doit placer des marqueurs éboulis représentant des cases bloquées, donc vous l'aurez compris, infranchissables. Ceux-ci sont utilisés pour représenter des murs pleins, des tunnels effondrés ou simplement des cul-de-sac. Aucune figurine ne peut se déplacer ou avoir ses portes. Après, on a les fameuses portes, hein, soit en position ouverte ou en position fermée. Alors, il nous explique bien que les monstres ne peuvent pas ouvrir de portes fermées, donc ce sera à l'initiative des héros. Un héros peut ouvrir une porte fermée qui se trouve dans son arc avant. L'ouverture d'une porte coûte 1 point de déplacement, c'est-à-dire une case. Parce que oui, sur le plateau, c'est un système de cases qui régit les déplacements. Donc ça a l'avantage d'être clair, simple, précis et rapide. Une fois ouverte, retournez le jeton porte force ouverte visible. Une fois ouverte, les portes restent ouvertes jusqu'à la fin de la partie. Parce qu'il y a des petits malins, parfois ils se disent « je vais fermer la porte puisque les monstres ils peuvent pas les ouvrir, ça va les retarder ». Non. Dès qu'une porte est ouverte, le maître du jeu doit placer les monstres, les portes, les pièges au sol et le mobilier de la salle ou du corridor qui vient d'être révélé, comme indiqué sur le plan de la quête en cours. Les passages secrets ne sont pas placés et restent cachés. Alors, il faut savoir qu'effectivement, ça s'adresse donc au maître de jeu, hein, humain, mais comme il est précisé en introduction de ce livret de règles, vous avez un système plus ou moins automatisé. En fait, il faut aller créer un compte sur, je vous donnerai de toute façon dans le descriptif de cette vidéo le lien, un compte chez Mantic, et vous aurez accès à une interface directement via le net, à une page web. Ce n'est pas véritablement une application. Voilà, c'est pas une application Android que vous allez mettre sur votre smartphone. Alors évidemment, avec votre smartphone, si vous avez la connexion Internet, vous pouvez aller sur la page dédiée, hein, mais vous verrez. Alors il y a moyen de sauvegarder, je vous rassure. Alors ça reste très basique, très simple. Donc en fait, on peut dire que ce n'est pas une application, enfin, c'est pas le terme à employer. On va dire, c'est une aide de jeu, voilà, numérique, si on peut dire, hein, virtuelle, qui n'est pas envahissante. Voilà. Je vous rassure tout de suite là-dessus. Si vous optez hein, de jouer en mode coopération ou en mode solo, sachez que vous n'allez pas passer votre temps rivé sur l'écran de votre smartphone ou de votre PC. Vous allez, voilà, il va juste vous indiquer, ou du moment que vous ouvrez la porte, où mettre les éléments, que ce soit du mobilier, les monstres, coffre au trésor, enfin bon bref, et ça va s'arrêter là. Voilà. Après les déplacements, vous allez les gérer de manière automatisée, concernant les sbires, les monstres et les boss.
Portail, donc certaines quêtes comportent des portails magiques. Bon, je passe le détail, hein. Il faut juste savoir que en fait, vous allez pouvoir vous téléporter d'une pièce à une autre, d'une tuile à une autre. Évidemment, il ne faudra pas encombrer le passage, mais bon, c'est très facile à gérer. Alors, sachant que les monstres, eux, ne peuvent pas vous suivre. Alors, arc de vue, on revient là-dessus. Les 5 cases adjacentes autour de l'avant d'une figurine, selon son orientation, sont appelées l'arc avant. Les 3 cases adjacentes derrière la figurine sont appelées l'arc arrière. Et vous voyez, vous avez des schémas pour représenter cela. Et après, on a avant et arrière au-delà, bah oui, puisque vous avez les combats au corps à corps et les attaques à distance. Alors là, vous voyez, sur ce schéma-là, si vous pouvez le voir, vous voyez, là, donc, on voit bien son arc avant, mais ça va être limité, évidemment, par les murs. Hein. Donc là, dans la pièce, on voit bien que son arc avant, ben, à un moment donné, il ne peut pas aller au-delà, hein, puisqu'il n'a aucune visibilité, c'est bloqué. Et pareil pour son arc arrière. Il est, en fait, là, inexistant. Alors, c'est vrai que si on veut, on va dire, empêcher les ennemis de se faufiler dans notre dos pour venir nous tataner, bon, c'est important de se mettre dos au mur. Hein. Alors, avant et arrière au-delà, donc certaines actions comme attaquer à distance ou lancer un sort ont un effet s'étendant au-delà des cases adjacentes aux figurines vers l'avant ou l'arrière. Fondamentalement, toutes les cases situées derrière une figurine sont dans son arrière et toutes celles situées devant et sur les côtés sont dans son avant. Voilà. Ensuite, se désengager. Il y a possibilité de rompre le combat. Alors ça reste classique, hein. Donc une figurine qui souhaite sortir d'une case située dans l'arc avant d'une ou plusieurs figurines ennemies doit tenter de se désengager. Tout d'abord, chaque figurine ennemie dont l'arc avant couvre la figurine qui souhaite se déplacer obtient une attaque gratuite au corps à corps contre cette figurine en utilisant les règles et les modificateurs normaux. Une fois toutes les attaques gratuites résolues, si la figurine est encore en vie, elle peut continuer son déplacement. Voilà. Après, là on a le résumé des actions. Donc combattre au corps à corps, attaquer à distance, lancer un sort, utiliser une prouesse, ça concerne uniquement les héros. La même chose pour explorer. La même chose pour se réanimer, donc lorsque vous êtes à terre. Hein, donc vous allez, en fait, vous aurez ce jeton-là à votre disposition. Chaque héros aura ce jeton-là à sa disposition. Quand tous vos points de vie vont arriver à 0, donc vous allez être considéré comme épuisé. Donc, hop, vous allez, lors du prochain round, retourner le jeton avec cette face interruption, d'accord? Et vous allez dépenser toutes vos actions pour vous relever et remettre ce jeton ensuite au maître du jeu qui va pouvoir gagner une nouvelle interruption. Voilà. Bref, sachant que vous pouvez vous réanimer une seule fois en cours de partie. Si vous reperdez de nouveau tous vos points de vie, c'est game over pour votre personnage. Donc après, on rentre dans le détail pour combattre au corps à corps. Donc si une figurine commence son tour avec un ou se déplace pour avoir une figurine ennemie dans son arc avant, elle peut la combattre au corps à corps. Une action combattre au corps à corps ne permet d'attaquer qu'une seule figurine. Lorsqu'une figurine combat au corps à corps, elle est l'attaquant et l'autre figurine est le défenseur. Les deux joueurs lancent des dés pour déterminer l'issue du combat. Les joueurs doivent utiliser des dés de couleurs différentes pour chaque figurine et d'ailleurs, ils ont très bien pensé les choses, puisque, je rappelle, hein, nous avons ce petit sachet de dés, et on voit que nous avons des dés blancs et des dés bleus. Voilà. Donc, alors, nous avons des exemples qui viennent d'aller. Alors, voilà, on revient justement à lancer les dés. Les deux joueurs lancent autant de dés que la valeur de mêlée de leur figurine, modifiée par les conditions suivantes. Moins un dé si la figurine est en infériorité numérique. Elle se trouve dans l'arc avant de plusieurs figurines ennemies. Il est possible que les deux figurines soient en infériorité numérique en même temps. Et moins un dé pour le défenseur si l'attaquant est entièrement dans son arc arrière. Et c'est là qu'on arrive à cette petite règle. Aucune figurine ne peut lancer moins de 2 dés, quels que soient les modificateurs. Petit exemple, hein, Orlaf lance normalement 5 dés, mais il est en infériorité numérique et n'en lance donc que 4. Il obtient 1, 2, 4 et 6. Orlaf est dans l'arc arrière du zombie qui l'attaque. Le zombie perd donc également un dé, jetant ainsi 2 dés au lieu de 3. Il obtient 2 et 5. Après, en étape 2, on va défausser les attaques faibles, c'est-à-dire les dés qui ne vont pas pouvoir passer la défense de votre cible. Hein. Et étape 3, on va déterminer les touches. Alors, s'il reste des dés à l'attaquant, on va comparer les résultats des dés en les associant par paire. Donc, le dé le plus élevé de l'attaquant avec le dé le plus élevé du défenseur, le deuxième plus élevé avec le deuxième plus élevé, et ainsi de suite. L'attaquant inflige une touche pour chaque paire dans laquelle son dé est strictement supérieur à celui du défenseur. Si son dé est inférieur ou égal à celui du défenseur, il est bloqué et aucune touche n'est infligée par cette paire.
Si l'attaquant a plus de dés que le défenseur, chaque dé supplémentaire supérieur à l'armure du défenseur, vous voyez, il n'y a pas d'égalité, inflige une touche automatique. Et après, en étape 4, on va déterminer les dégâts. Les figurines réagissent différemment lorsqu'elles sont touchées. Donc, une figurine ne peut utiliser que le matériel dont elle est équipée lorsqu'elle attaque ou se défend. On parle alors de son équipement actif. L'équipement stocké ne peut pas être utilisé. Les héros peuvent permuter leur équipement actif avec leur équipement stocké avant leur déplacement et avant leur action. Ça, c'est hyper important. Donc, concrètement, je vais faire un exemple direct. Hop, je prends les dés, là, je vous les montre, là, tac, tac, et on va prendre Orlaf, puisqu'on était dessus, et donc un ennemi. Donc c'est parti. Alors Orlaf, vous voyez ici, alors je vais écarter le livre de règles pour l'instant, les amis. On va me dire, mais on est hors sujet là, mon ami Ronan. Oui, mais vous inquiétez pas, on va revenir là-dessus. C'est pour que ça soit clair. Orlaf, vous voyez, c'est ici, là. Il lance 5 dés en mêlée. Et alors, ce symbole-là va aussi vous servir en défense. Que ce soit en attaque ou en défense, vous utiliserez donc la valeur indiquée ici. Donc, il lance 5 dés, à moins qu'il y ait des modificateurs qui voilà, vous changent le nombre de dés, hein, vous perdez un dé, puisqu'on l'a vu, vous êtes en infériorité numérique. Mais là, on va partir du principe qu'il est au taquet, hein, et il fait face à un guerrier squelette. Et donc, vous voyez, le guerrier squelette va aussi utiliser sa compétence de combat au corps à corps, donc pour se défendre. Alors, sa valeur d'armure est de 2. Donc, il va falloir battre donc cette valeur d'armure. Donc, Orlaf va lancer 5 dés, et notre guerrier squelette, pour se défendre, il va aussi lancer 2 dés. Alors attention, puisque il y a aussi des petites règles spéciales, hein, on peut tout de suite les regarder en avance, vous voyez. Par exemple, règle spéciale frénésie, une fois par partie, Orlaf peut relancer l'un de ses dés lorsqu'il effectue un combat au corps à corps, une fois par partie. Il faudra bien calculer le moment où l'utiliser. Et par contre, os animé, lors d'un combat au corps à corps, ce monstre peut relancer l'un de ses dés ayant obtenu un 1, le second résultat est conservé. Alors ça, c'est peut-être intéressant. Donc lui, il va lancer ses 2 dés. Donc Orlaf, il tatane, voilà. Alors, il fait un score de merde, hein. Il fait donc 3-1, 1-6 et 1-3. Et notre guerrier squelette se défend. Et il fait un 1 et un 2, c'est vraiment pas terrible, il n'est pas motivé, notre guerrier squelette. Donc on va les associer par paire. D'accord. Alors déjà, on va retirer les dés qui ne dépassent pas sa valeur de défense, de 2. Bah, les 3-1, c'est clair, c'est mort. Et donc, ça touche pas. Ensuite, on va les associer par paire en allant du plus fort au plus faible. Donc, bah, Orlaf, il aligne un 6 face au dé le plus fort du guerrier squelette qui est un 2. Et ensuite, il aligne un 3 face au résultat du guerrier squelette de 1. Voilà, bon, ouais, il n'a pas fait des étincelles, lui. Hein. En fait, il était au bout de sa vie, déjà, ce guerrier squelette. Évidemment, le 6, il est strictement supérieur au 2, et le 3 est strictement supérieur au 1. Donc, ce qui fait que ces 2 touches passent. Et en plus, si on regarde le seuil de dégâts, il faut 2 touches, on va dire, hein, validées, pour éliminer le guerrier squelette. Bah, ça tombe bien, on les a. Donc le guerrier squelette, du coup, est éliminé. Si j'avais eu d'autres dés derrière, bon, par exemple, si j'avais eu encore un 3, hein, on va dire, voilà, ben ça se cumulait. Donc en fait, il se prenait 3 dégâts. Vous voyez? Donc je pense que là, mon explication est plus parlante. Hop, revenons à notre livre de règles. Après cette petite discrétion, hop, et ensuite, nous avons évidemment les attaques à distance. Les figurines ayant une valeur d'attaque à distance non nulle peuvent tirer sur les figurines ennemies à condition qu'elles puissent les voir. Pour qu'une cible soit considérée comme visible, il doit être possible de tracer une ligne droite ininterrompue entre n'importe quel point de la case du tireur à travers son arc avant et n'importe quel point de la case de la cible. Si la ligne passe à travers une autre figurine, donc ami ou ennemi, un mur, du mobilier haut ou une porte fermée, la cible n'est pas visible et le tir ne peut pas être effectué. Une attaque à distance suit les mêmes étapes qu'un combat au corps à corps avec des exceptions ci-dessous. Étape 1, on lance les dés. Étape 2, on défausse les attaques faibles. Ensuite, étape 3, on détermine les touches. Étape 4, on détermine les dégâts. Pour déterminer le nombre de dés à lancer, la figurine qui attaque à distance lance le nombre de dés correspondant à sa valeur d'attaque à distance et la figurine ciblée, le défenseur, lance autant de dés que sa valeur de mêlée, modifiée par les conditions suivantes.
Moins 1 dé pour l'attaquant si sa ligne de vue traverse un mobilier bas, donc ça c'est intéressant, auquel il n'est pas adjacent. Et enfin, moins 1 dé pour le défenseur si l'attaquant est complètement dans son arrière. Et là encore, aucune figurine ne peut lancer moins de 2 dés, quels que soient les modificateurs. Ça va être à peu près la même chose pour lancer un sort. Les cartes sorts représentent de puissantes incantations et connaissances arcaniques. Si une figurine possède des cartes de sort comme le héros sorcier, elle peut choisir l'un des sorts qu'elle connaît et le lancer. Les règles et les effets du sort sont résolus, puis la carte sort est rangée dans la boîte. Chaque sort ne peut donc être lancé qu'une seule fois par partie, c'est ce que je vous disais. Si un sort nécessite que la cible soit visible, oui, parce qu'il y a des sorts, c'est pas le cas. Donc, déterminer si la figurine qui lance le sort peut voir sa cible comme lors d'une attaque à distance. Les attaques provenant d'un sort sont résolues comme celles des combats au corps à corps et des attaques à distance. La carte sort décrit le nombre de dés lancés par l'attaquant et la cible peut se défendre en utilisant sa valeur de mêlée. Oui, ça peut paraître un peu curieux de voir que sur un sort, on va utiliser sa compétence de mêlée pour essayer d'éviter d'être touché. Donc après, on nous explique pour utiliser une prouesse, chaque héros dispose d'une prouesse unique choisie lors de la mise en place et qu'il peut l'utiliser une fois par partie. Une prouesse doit être utilisée comme décrit sur sa carte en tant qu'action du tour du héros, avant ou après son déplacement. Une fois que la prouesse a été utilisée, donc one shot, sa carte est rangée dans la boîte et ne peut plus être utilisée de la partie. Les prouesses ne peuvent être utilisées que par le héros dont le nom est mentionné sur la carte prouesse. On ne peut pas les échanger, quoi. Après, les actions explorées. Explorer, donc, les héros peuvent explorer la zone qui les entoure à la recherche de passages secrets ou de trésors perdus depuis longtemps. Un héros ne peut pas explorer s'il est adjacent à une figurine ennemie, s'il y a une figurine ennemie dans la même salle que lui, ou si une figurine ennemie est présente et visible de lui dans un corridor. Donc, il faudra faire le ménage. Donc, une action explorée est toujours résolue dans l'ordre suivant. 1. Si un passage secret est présent dans la salle ou le corridor exploré, le maître du jeu le révèle et l'action explorée se termine. Les héros ont découvert un passage dissimulé qui attire leur attention avant tout trésor. 2. Lorsqu'un passage secret est révélé, les héros peuvent continuer à chercher des trésors dans la même salle ou le même corridor en effectuant une nouvelle action explorée. Alors, sur la page web, si vous décidez de jouer en mode coop ou solo, vous verrez, il y a des loops qui apparaissent dès que vous explorez, dès que vous ouvrez une porte, une salle va être révélée avec les monstres et tout, le mobilier s'il y en a, et vous aurez la présence d'une loupe. Donc, il vous indique que vous pouvez bien réaliser l'action explorée. Et donc, dès que vous cliquez sur cette loupe, il va vous inviter effectivement à piocher une carte exploration, d'accord? Et ce qui est bien, c'est qu'en fait, après, la loupe disparaît. Donc, voilà, ça permet de tenir les comptes. Parce qu'à un moment, dans le feu de l'action, on se dit, mais attends, t'as exploré, j'ai exploré, je m'en rappelle plus. Vous verrez, ça nous est arrivé à un moment en cours de partie. Donc, c'est vrai que le fait que là, on va dire, cette petite aide de jeu est la bienvenue. Donc bref, après, trouver un passage secret, on va passer là vite fait, trouver un trésor, coffre-trésor, carte exploration. Attention, les cartes exploration, c'est pas toujours bon. Vous pouvez avoir de très très mauvaises surprises. Les monstres errants, lorsqu'un héros explore ou découvre un monstre errant, soit via une carte exploration, vous voyez ce que je vous disais, soit en révélant un passage secret, le tour du héros s'achève immédiatement. Le maître du jeu peut alors placer un monstre du type indiqué par la quête en cours dans n'importe quelle case adjacente ou dans un rayon de 5 cases du héros qui explore. Le maître du jeu peut alors activer le nouveau monstre placé. Et en plus, ça c'est l'effet qui se coule, l'effet bonus, le maître du jeu lance ensuite un dé. Sur un résultat de 5 ou plus, il peut placer un monstre supplémentaire du même type à au moins 5 cases du héros qui explore, il n'active pas ce second monstre, heureusement. Et se réanimer. C'est un héros qui se retrouve pour la première fois à 0 sur sa piste de PV, donc de points de vie, est considéré comme épuisé. Un héros épuisé ne peut pas se déplacer, il doit dépenser sa prochaine action pour se réanimer, en dépensant son jeton réanimation. La figurine récupère tous ses points de vie, puis son tour est terminé. Le jeton dépensé est alors retourné face interruption visible et transmis au maître du jeu, lui donnant ainsi une opportunité supplémentaire d'interrompre la partie. Bon, échanger, on peut échanger. Un héros peut donner une carte exploration ou équipement qu'il a en sa possession à un autre héros auquel il est adjacent, à condition qu'aucun des deux héros ne soit également adjacent à une figurine ennemie. Les sorts et les prouesses ne peuvent pas être échangés. Les pièges, donc on a deux types de pièges, les pièges au sol, d'accord, et les pièges surprises. Super. Donc là, vous voyez, il faudra lancer un dé et il va nous indiquer le type de piège qu'on déclenche. Et là, il y a 3 types de pièges.
les fléchettes empoisonnées, le gaz toxique et la chute de pierre. Et moi, je me suis tapé des fléchettes empoisonnées. Enfin, donc les dégâts, hein, on nous explique, hein, les figurines peuvent subir des dégâts de différentes manières, voilà. Les héros ne subissent qu'un maximum de 1 point de dégâts par attaque, quel que soit le nombre de fois où ils sont touchés. Donc si vous êtes touché 3 fois lors d'une attaque, vous ne retirez pas 3 points de vie, vous en retirez qu'un seul. Par contre, évidemment, si vous subissez plusieurs attaques, et ça franchement, ça peut vous arriver, malheureusement, ça peut vite tomber. Hein. Bon, et après, le boss. Alors le boss ont une piste de points de vie comme les héros. Lorsqu'un boss est révélé, il dispose de tous ses points de vie. Les boss ne subissent qu'un maximum de 1 point de dégâts par attaque, donc un peu comme les héros, quel que soit le nombre de fois où ils sont touchés. Les dégâts subis par les boss sont cumulatifs, les dégâts sont comptabilisés à l'aide d'un marqueur PV, comme pour les héros. Lorsqu'un boss n'a plus de PV, il est tué et retiré de la partie. Après, on a les sbires. Les sbires sont automatiquement détruits et retirés lorsqu'une attaque leur inflige autant de touches ou plus que leur seuil des dégâts indiqué sur la carte du monstre. Si une attaque inflige moins de touches qu'indiqué, le monstre reste en place sans subir de dégâts. Ça, c'est un peu rageant. C'est comme si on lui avait franchement rien fait, quoi. Bon, là, on a un petit exemple. Un guerrier squelette a un seuil de dégâts de 2 et doit donc subir au moins 2 touches en une seule attaque pour être éliminé, alors qu'un troll zombie doit en subir au moins 3. Et enfin, guérison, parfois des sorts ou des potions peuvent guérir une figurine et lui permettre de récupérer des points de vie perdus. Remonter le marqueur PV le long de sa piste, en conséquence, aucune figurine ne peut récupérer plus de points de vie qu'elle n'en avait au départ. Et enfin, on nous parle des grandes figurines. Hein. Alors évidemment, elles prennent beaucoup plus de place, donc du coup, elles auront toujours la supériorité numérique vis-à-vis de vous. Et évidemment, leur arc avant et arc arrière est beaucoup plus important et elles sont aussi limitées, enfin, elles vont devoir se déplacer d'une toute autre manière. Après, on nous explique la fin de partie. La partie se termine si tous les héros sont KO, auquel cas le maître de jeu l'emporte. Mouahaha, qu'il est écrit. Sinon, la partie se termine par la victoire des héros s'ils atteignent les objectifs définis dans la quête. Bon, bref. Et après, on nous explique que on peut enchaîner les quêtes, améliorer nos héros, apprendre donc des talents héroïques. Voilà, c'est comme s'il y avait un camp de base, un peu comme dans les jeux vidéo. Vous récupérez, vous vous améliorez et vous repartez vers de nouvelles aventures. Donc vous voyez, là par exemple, on nous explique combien en XP vont coûter les différentes améliorations. Nous avons les talents héroïques mineurs, les talents héroïques communs, les talents héroïques supérieurs, les talents héroïques légendaires. C'est quand même pas mal, je trouve, hein, pour une première boîte, hein, de pouvoir faire tout ça. On va pouvoir acheter de l'équipement, on va pouvoir aussi utiliser, stocker de l'équipement, vous voyez, et voilà, personnaliser les parties. Donc, soit pour les rendre plus faciles, soit pour les rendre plus difficiles. C'est bien pensé, je trouve, personnellement. Bon, nous arrivons donc à la deuxième partie de ce livret de règles qui va concerner le maître de jeu, alors soit en tant que joueur, soit en tant que automatisé. Alors là, cette page 21 résume le rôle du maître de jeu si ce rôle est confié à un personnage joueur. Voilà. Et derrière, le reste va être consacré au rôle, fonction du maître de jeu automatisé. Alors, petit bémol, hein, moi j'ai trouvé que cette deuxième partie était un peu moins claire que la première partie consacrée à la mise en place, règles du jeu, personnage joueur. Voilà, j'ai trouvé qu'il y avait pas mal d'allers-retours. Pas concernant le maître de jeu en tant que joueur, mais le maître de jeu automatisé. Donc je vais essayer de vous faire un résumé. Bon, en fait, oui et non, parce qu'on va quand même rentrer dans le détail. Hein, c'est un peu le but de cette vidéo, pour que vous puissiez, en tant que futur joueur, vous faire une idée bien précise de ce que peut vous offrir le jeu. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit en tant que maître du jeu, là, si vous décidez de confier ce rôle à un joueur? Si vous jouez le rôle du maître du jeu, vous devez diriger la partie et de faire en sorte qu'elle soit une expérience agréable pour tout le monde. Vous contrôlez l'ensemble de la mise en place du jeu et aider ou gêner les joueurs dans leur quête. Bien sûr, laisser les héros tomber dans vos pièges et les submerger de squelettes ou d'autres monstres peut être amusant pour tout le monde, enfin surtout pour vous et pas pour eux. Veillez à vous familiariser avec chaque quête avant de la jouer. Donc il faudra là, évidemment, aller dans le livret de quête, chercher toutes les informations indispensables, hein. Et donc placer les tuiles du jeu selon la disposition indiquée sur le plan de la quête, ainsi que toutes les portes, tout le mobilier, etc.
que les héros pourront voir depuis leur position de départ. Chaque quête propose une introduction que vous devez lire aux joueurs pour planter le décor. C'est pour ça que le mieux, c'est que ce rôle soit confié au propriétaire de la boîte. Hein. Je me vois pas arriver en soirée ou en journée et dire allez, tiens, t'es d'accord, Polo, c'est toi qui seras le maître du jeu, alors qu'il ne connaît strictement pas le jeu. Et en plus, bon, une fois qu'il aura commencé les quêtes, il verra plus l'intérêt d'y rejouer par derrière. Bref. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? D'accord. Ne révéler de nouvelles zones du plan qu'au fur et à mesure que les héros explorent et ouvrent des portes ou des passages secrets vers ces nouvelles zones. Lorsqu'un héros ouvre une porte ou découvre un passage secret, placez tous les objets comme indiqué sur le plan, mais rien au-delà des portes fermées, bien sûr. Les portes fermées, les monstres ou le mobilier peuvent se trouver derrière un coin de mur hors de vue des héros, mais ce n'est pas grave, tout cela fait toujours partie de la zone que les héros viennent de révéler. Les aventures contenues dans un livre de quêtes sont conçues pour être jouées dans l'ordre, mais vous pouvez bien sûr jouer n'importe laquelle en tant que partie indépendante, et ça c'est cool, à tout moment, juste pour le plaisir. Une fois la partie mise en place et les héros en position de départ, vous pouvez lire l'introduction de la quête et commencer à jouer. Et là, il y a ce qu'on appelle les fameux points d'apparition. Alors, certaines quêtes comportent de dangereux points d'apparition que le maître du jeu peut utiliser pour invoquer des monstres sur le plateau de jeu. Les règles spéciales de chaque quête fournissent des détails spécifiques sur les points d'apparition qui peuvent être utilisés. Et vous verrez, même dans le mode de jeu automatisé, si vous utilisez l'application de Schémantique, il vous précise le type de monstre errant que vous pourrez utiliser durant la quête. Bon, c'est une aide, hein. Après c'est à vous de la gérer, mais le monstre, hein, mais voilà. Sauf indication contraire ou si aucune règle spéciale n'est indiquée, placez au début de chaque manche un monstre errant orienté dans la direction de votre choix sur chaque point d'apparition inoccupé avant qu'un héros ne joue son tour. En fait, vous l'aurez compris, ça va rajouter un peu de piment, quoi, un peu d'imprévu. Ils peuvent être utilisés dès cette manche par le maître du jeu lors de son tour ou avec une interruption, comme toujours. Un nouveau monstre ne peut pas être placé si le point d'apparition est occupé, bon, c'est cohérent. Les héros ne peuvent pas terminer leur tour sur un jeton point d'apparition. Bah, ça, c'est les petits malins qui veulent bloquer, qui veulent bloquer les mauvaises surprises. Et là, on arrive sur les fameuses règles d'interruption. Donc, c'est le jeton hein, qui représente cette interruption. Le maître du jeu a la possibilité d'interrompre la manche entre les tours des héros en utilisant ces jetons interruption. Une interruption est déclarée et effectuée entre le tour d'un héros et celui d'un autre et jamais pendant le tour d'un héros. Voilà. Il faudra qu'il ait fait son activation complète. Le maître du jeu commence chaque quête avec 4 jetons interruption, un par héros, mais vous allez voir, il va pouvoir en gagner il va pouvoir gagner des jetons interruption supplémentaires. Un maximum de 2 interruptions peut être joué au cours d'une même manche. Donc c'est one shot en fait, hein, les interruptions. Dès que vous en cramez une, vous ne pouvez pas la récupérer lors de la manche suivante. Elle retourne dans la boîte. Les interruptions ne peuvent jamais être jouées avant le premier tour de héros de chaque manche. Voilà. Donc dès le départ, hein, avant même que le moindre héros puisse activer, vous ne pouvez pas claquer une interruption. Vous allez devoir attendre au moins qu'il y ait eu une première activation. Ils ne peuvent jamais être joués de façon consécutive. Sinon, ça serait un petit peu fort. C'est-à-dire qu'il doit s'écouler au moins un tour de héros avant que le maître du jeu ne puisse à nouveau interrompre. Une interruption offre au maître du jeu une opportunité de jouer avant son tour normal à la fin de manche. Lorsque le maître du jeu joue une interruption, cela lui permet d'activer et d'utiliser un unique monstre qui était déjà présent sur le plateau avant que l'interruption ne soit déclarée. Placez un jeton interruption à côté du monstre pour indiquer qu'il a été activé et utilisé lors de cette manche. Donc ça répond à la question qu'on pourrait se poser. Oui, est-ce que du coup un monstre peut être activé 2 fois lors d'une même manche? Ben, la réponse sont là. Non, s'il a été utilisé lors d'une interruption, il ne pourra pas être activé lors donc de la phase du tour du maître de jeu. De nouveau, quoi. Tout monstre activé dans le cadre d'une interruption ne pourra pas être de nouveau activé au cours de la même manche. À la fin de la manche, après que le maître du jeu a terminé son tour, tous les jetons interruption utilisés sont défaussés et rangés dans la boîte, donc c'est bien one shot. Interruption supplémentaire, lorsqu'un héros se ranime, j'ai du mal avec ce mot-là, se réanime au cours d'une quête, le jeton réanimation utilisé est retourné face interruption visible et transmis au maître du jeu, lequel bénéficie alors d'une interruption supplémentaire. Voilà. Et ensuite, ici, on arrive donc au mode solo coopératif. C'est bien précisé, uniquement. Si vous jouez au jeu avec un groupe de personnes et que quelqu'un veut endosser le rôle du maléfique maître de jeu, vous n'avez pas besoin de lire cette section. Donc vous voyez, ça se limite à ça. Par contre, si vous décidez de jouer en mode solo coop,
cette partie, qui est beaucoup plus complète, va vous intéresser. Donc, on nous dit que Dungeon Saga Origins, c'est un jeu idéal pour commencer votre voyage dans les donjons avec votre famille et vos amis, mais malheureusement, il n'est pas toujours possible de réunir toutes les bonnes personnes en même temps. Plutôt que de laisser ces limitations du monde réel vous empêcher de passer plus de temps avec vos héros de donjons préférés, l'utilisation d'un maître de jeu automatisé permet aux joueurs de jouer en coopération ou d'affronter le donjon en solo sans avoir besoin d'un maître de jeu dédié. Alors ce qui est bien dommage, il me semble, hein, vous me direz dans les commentaires si vous avez le jeu, mais il me semble qu'il n'y a pas le lien fourni pour accéder à la page web du Digital Overlord, pour jouer, vous savez, pour avoir l'aide de jeu via l'application, il me semble. Hein. Je l'ai pas vue, ou alors elle est cachée quelque part. Donc, ce qui va être bien, effectivement, vous allez pouvoir utiliser Dungeon Saga Origins Digital Overlord, l'application, pour vous aider justement dans ce mode automatisé. Donc, vous allez devenir, donc un joueur hein, va devenir ce qu'on appelle le larbin du maître. Donc, si vous jouez en coopération avec d'autres joueurs héros, confiez ce rôle au joueur le plus expérimenté ou au propriétaire du jeu. Ce rôle est celui du larbin du maître du jeu automatisé, lequel s'occupe de toutes les tâches administratives, c'est drôlement dit, je trouve, liées au jeu. Le rôle de larbin du maître est d'organiser et de mettre en place les différents éléments du jeu, tels que les cartes et les jetons dont le maître du jeu a normalement la charge. Il s'occupe également de toutes les interactions avec le livre de quête en lisant les règles spéciales et en vérifiant sur le plan de la quête ce qui doit être révélé lorsqu'une porte est ouverte. Il est important que celui qui endosse ce rôle fasse de son mieux pour ne pas révéler aux autres joueurs héros des informations sur la quête qu'ils ne devraient pas connaître à l'avance. Alors c'est vrai que là c'est compliqué si vous utilisez effectivement le livre de quête, parce que là en fait vous allez tout vous révéler en fait, parce que dans le livre de quête que je ne vous ouvrirai pas, c'est pas pièce par pièce. Là toutes les pièces sont révélées directement. Alors que si vous utilisez l'application, ça va se faire au fur et à mesure. Et après, il y a un autre rôle qui va tourner, en fait, si vous jouez en coopération entre joueurs. C'est ce qu'on appelle le méchant du moment. Parce que oui, il va falloir gérer les monstres, sbires et boss. Et donc, on vous explique que ce rôle va être confié à un joueur, mais ça va tourner au fur et à mesure. Donc, c'est lui qui va être chargé de contrôler les monstres ennemis en se basant sur leur table de comportement. Et oui, parce qu'il y a des cartes pour ça, qui vont vous dire comment ils réagissent, comment ils agissent, quelles sont leurs priorités de cible, et de lancer les dés pour le maître du jeu en cours de la séquence de jeu normale, donc c'est-à-dire les attaques au corps à corps, les attaques à distance. Alors, si la prochaine action d'un monstre n'est pas claire, le méchant du moment doit agir d'une manière raisonnable qui offre au joueur héros le meilleur défi et la meilleure expérience de jeu. Le rôle est attribué à un joueur différent à la fin de chaque manche, voilà, en tournant dans le sens horaire au sein du groupe de joueurs. Donc c'est bien précis, c'est bien clair. Hein. Mais par contre, il peut également y avoir des dilemmes, effectivement. Donc le positionnement d'une figurine ou le comportement d'un monstre n'apparaît pas clairement. Le méchant du moment prend la décision pour que la partie se poursuive. Donc c'est lui qui aura le dernier mot. Et donc en général, on va quand même essayer de mettre du challenge, quoi. Par exemple, là, de plus, les maîtres du jeu malveillants, même ceux qui sont automatisés, préfèrent cibler un héros contre lequel ils ont plus de chances de réussir. Certaines règles et décisions appellent cela la cible la plus faible, qui est déterminée en choisissant le héros en jeu auquel il reste le moins de points de vie. Si plusieurs héros ont le même nombre de points de vie, choisissez le héros qui a la valeur de mêlée la plus faible. Après, on a une nouvelle menace, les points d'apparition avancés. Donc, les héros les plus efficaces savent contrôler le moment et la manière dont ils affrontent leurs ennemis. Pour encourager les héros à ne pas toujours attendre d'être le mieux préparé pour chaque salle, le maître du jeu automatisé utilise une version avancée de la règle des points d'apparition, donc règle d'apparition qui apparaissait là, ici, lorsque vous jouez le maître du jeu en tant que personnage joueur. Et donc, on nous explique que à la fin d'un tour du maître de jeu, où aucun monstre n'est sur le plateau, appliquez la première condition remplie parmi les 3 conditions suivantes. Il y en a 3. S'il n'y a aucun point d'apparition sur le plateau, si aucun héros n'est présent sur une tuile de jeu contenant un point d'apparition existant, et si aucune des conditions ci-dessus n'est remplie. Voilà. Donc si vous voulez regarder ça en détail, je vous invite à vous mettre en pause. Hein. Ensuite, le placement des monstres. Lorsqu'un monstre doit être placé sur le plateau suite à une exploration, une règle spéciale ou un événement, voilà. La position et l'orientation du monstre sont déterminées comme suit. Placer le monstre aussi près que possible de la cause de sa mise en jeu. Placer le monstre dans l'arc arrière d'un héros lorsque cela est possible. Cependant, si le monstre possède une attaque à distance, bon là une petite faute d'orthographe là, il doit être placé de façon à pouvoir l'utiliser contre les héros dans l'arrière d'un héros si possible. 3. Placer le monstre de façon à ce qu'autant de héros que possible soient dans son arc avant, tout en protégeant son propre arc arrière.
Donc c'est jamais à l'avantage des héros. Là, on est vraiment là pour leur pourrir l'existence, quoi. Et après, on revient à l'interruption automatisée. Mais là, comme il n'y a pas de joueur pour déterminer ça, on va revenir sur cette carte-là avec l'humeur du maître. Donc il y aura soit il sera passif, où là il est cool, mais il deviendra agressif. Donc agressif lorsque des conditions seront remplies. On va regarder après cette carte plus en détail un peu plus loin. Là, c'est pour vous expliquer rapidement le type de fonctionnement. Et donc, quand l'humeur du maître de passif va passer à agressive, là, vous allez pouvoir claquer des interruptions automatisées. Donc, avec ce fameux symbole. Et là, donc, il y aura peut-être répétition, mais là, je vais vous le dire quand même pour que, voilà, vous pouviez, puis répéter, c'est pas non plus une mauvaise chose dans certains cas. C'est-à-dire qu'en fait, lorsque la carte humeur du maître du jeu est face agressive visible, une tentative d'interruption s'effectue en regardant la carte du dessous, de la défausse des cartes exploration. Piocher cette carte et placer là de manière à ce qu'elle soit au-dessus de la pile de défausse. On parle bien de la défausse. Si cette carte contient un symbole interruption et qu'il y a des monstres révélés et activables sur le plateau, alors le maître du jeu automatisé effectue une interruption à tous les intervalles autorisés tant qu'il dispose de jetons interruption et qu'il n'a pas atteint sa limite de 2 interruptions par manche. Voilà. Donc, bref, après on parle de l'activation des monstres pendant le tour du maître de jeu automatisé, le comportement des monstres. Donc vous avez des cartes, vous voyez, il y en a une qui apparaît ici, ça c'est les cartes comportement des monstres, en fonction, on va dire, de leur état d'esprit. Donc soit ils sont décérébrés, vicieux, rusés ou nués. Ça, on va regarder ça aussi en détail quand on va s'attacher aux cartes. Et après, il y a ce qu'on appelle le statut. Donc, là, c'est le mot-clé, on va dire. Ces mots-clés apparaissent sur les cartes de profil de chaque monstre, que ce soit un guerrier squelette, un fantôme. Et après, vous voyez, ici, vous aurez le statut. Donc, il est déterminé par la position actuelle d'un monstre sur le plateau par rapport au héros ciblé et correspond à l'un des mots-clés suivants. Engagé, pris à revers, en vue, proche et éloigné. Donc, maintenant que nous connaissons les types de comportements et les différents statuts possibles pour les monstres, voyons comment prendre une décision pour chaque monstre. Donc, voici un exemple de carte comportement pour un monstre décérébré. Voilà. Chaque comportement est associé à un type de cible préféré et à un style de déplacement préféré. Ceux-ci sont listés juste en dessous du titre principal de la carte comportement et déterminent comment un monstre contrôlé par un maître de jeu automatisé choisit ses cibles et effectue son déplacement. Parce que je rappelle que lorsque vous activez un monstre, sbire ou boss, c'est déplacement et action ou action et déplacement, comme les héros. Et en fait, les décisions qu'un monstre peut prendre sont listées sous la forme d'une suite de mots-clés, de statuts et de réactions dans le corps principal de la carte comportement. Vous commencez par le premier mot-clé de statut de la liste, et ça va être simple, et le considérer comme une question. Si la réponse à une question est oui, le monstre effectue la réaction recommandée contre sa cible, comme décrit en face de ce mot-clé. Si la réponse est non, passez au mot-clé de statut suivant. Voilà, tac, tac, tac. On suit la procédure. Et voilà, et on arrive bientôt à la fin. Superbes illustrations, page 27, pour nous inspirer sur le schéma de peinture. Et comportement par défaut des monstres. Bien que les monstres aient des comportements variés, il y a certaines choses qui ne feront pas, à moins que les circonstances l'imposent. Ils ne sortent pas et n'entrent pas dans l'arc avant d'un héros de façon à lui offrir des opportunités d'attaque gratuites. Voilà, puisque ça marche dans les deux sens, visiblement. Et ils ne changent pas d'orientation pour exposer leur arc arrière qui n'était pas exposé auparavant. Et après, un petit chapitre sur le boss. L'activation des boss est légèrement différente, mais là aussi on va le voir, parce que ils ont leur propre carte profil, plus leur propre carte comportement. Et donc en fonction, alors il y aura ce qu'on appelle des bonus d'initiative, plus ou moins des modificateurs qui vont être ajoutés, qui vont augmenter plus ou moins leur score d'initiative, et ça va en fait jouer sur leur comportement. Donc 2 ou moins, il se met en retrait, 3 ou 4, il se met en soutien, et 5 ou plus, il charge, il va tataner. Donc vous voyez, par exemple 2 ou moins en retrait, le boss choisit de regarder les autres sbires attaquer les héros en premier, il s'active en dernier lors de cette manche. 3 ou 4, il se met en soutien, d'un calme diabolique, le boss attend son tour pour frapper, il s'active normalement cette manche. Et 5 ou plus, charge, menant ses troupes en poussant un hurlement, le boss se lance à l'attaque, il s'active en premier lors de cette manche. C'est bien pensé, je trouve que c'est quand même bien foutu. Donc, considération spécifique des boss, interruption, les boss ne sont activés pendant une interruption que s'ils obtiennent un résultat de charge de 5+, pour l'initiative du boss.
Sort, si un boss a accès à des cartes sort, il tente de les utiliser comme déterminées par sa carte comportement. Cependant, si les effets listés pour le sort ne sont pas couverts par la carte comportement, lorsque l'on détermine s'il peut ou devrait être utilisé, le joueur méchant du moment peut choisir de donner la priorité à un sort plutôt que d'utiliser la carte comportement. Les boss s'efforcent toujours de ne pas gaspiller les effets d'un sort. Donc voilà, et après on a un résumé des nouveaux termes, hein, parce qu'effectivement, vous verrez sur les cartes profil, par exemple, il y a le mot embuscade qui apparaît, mais il n'est pas expliqué. Je crois que ça concerne les sbires. Il y a des sbires qui ont ce mot-là, embuscade. Là, je crois que ce sont les cuirassés zombies là. La cible avec le plus grand nombre de modificateurs possibles en préférant les attaques par l'arc arrière. Vous voyez. Donc en fait, c'est pas comme un zombicide, on va dire. Hein. Ils se contentent pas d'aller en ligne droite, par le chemin le plus court vers vous et de vous frapper. Ils vont et aussi tâcher de se positionner en se mettant à leur avantage pour attaquer et se défendre, ce qui est pas déconnant. Donc voilà pour l'ensemble des règles donc du livret de Dungeon Saga Origins. Et donc moi ce que je vous propose maintenant les amis, c'est de nous attarder quelques instants sur cette fameuse application proposée par Mantic si vous décidez de jouer en mode solo ou en mode coopératif, donc avec le maître de jeu automatisé. Donc en tapant dans la barre de recherche de Google Dungeon Saga Origins App, donc vous arriverez voilà sur cette page normalement, et là vous voyez vous avez un lien direct, hein, dungeonsagaorigins.com. Hop, on clique dessus, on va avoir une magnifique image, enfin une magnifique page. Alors évidemment, il faudra créer un compte hein, pour pouvoir utiliser cette application, je le rappelle. Donc vous voyez, bon, page de présentation hein, donc du jeu Dungeon Saga Origins, hein, avec de magnifiques images. Voilà, donc résumé hein, de la boîte de jeu que nous sommes en train de regarder ensemble. Si on clique sur Start Your Adventure, évidemment, vous allez bifurquer sur une autre page pour acheter le précieux. Galerie d'images très intéressante pour vous inspirer au niveau des peintures, hein, vous voyez. Voilà, c'est ce que j'ai fait, hein, entre nous soit dit. Voilà, je suis pas très créatif moi en fait. Hein. Bon, et vous voyez, nous avons donc une des extensions qui est déjà disponible sur le site boutique, hein, la boutique du site Mantic Games. Hein, donc voilà, Glimmer of Grid, donc qui est la suite. Donc c'est le chapitre 2 donc de cette boîte de base. Alors malheureusement pour l'instant elle n'a pas été traduite en français, ne désespérons pas. Mais quoi qu'il en soit, Mantic Games a déjà annoncé les deux autres chapitres, donc chapitres 3 et 4 qui avaient été financés lors de la campagne de financement. Bon, nous on n'est pas là pour ça, on est là pour le Digital Overlord. Alors vous avez deux liens, soit ici, soit là. On clique dessus et là, donc, on arrive sur une nouvelle page. Donc, bienvenue hein, sur le Digital Overlord Dungeon Saga Origins. Voilà, pour commencer votre aventure, cliquez sur créer une nouvelle campagne en dessous. Et donc vous serez ensuite capable de sauvegarder votre progression à travers les aventures donc du livre du procès de la tyrannie. L'Overlord Digital va vous permettre de révéler les cartes pour chaque aventure. Et chaque pièce qui sera à découvrir en plaçant les figurines, les jetons. Voilà, bon, vous l'aurez compris, c'est une aide de jeu. Alors, vous voyez, donc moi j'ai déjà créé ma campagne. Hein, bon, là j'ai mis les morts animés. Bon, c'est une erreur de ma part parce que les morts animés, en fait, c'est la première quête. Bon, donc malheureusement, c'est en anglais. Il n'y a pas de version française. Y aura-t-il une version française? Je ne pense pas. Et donc, alors soit une fois que vous avez créé votre campagne, vous pouvez la supprimer pour en recommencer une autre. Hein, ou alors, voilà, vous jouez ou vous reprenez là où vous êtes arrêté. Bon là, hop, on va cliquer sur Play. Donc, il va charger les tuiles. Incroyable, magnifique. Là, ce qui est sympa, c'est que vous avez un audio. Scrambling down the narrow, dusty steps into the entrance chamber,
Bon, le ton est donné, mais vous pouvez le constater, c'est en anglais. Bon, bref, donc premier titre, hein, donc The Restless Dead, les morts animés. Donc introduction, voilà, par écrit, en anglais ou en audio. Hein. Le ton est bien, franchement, je trouve. C'est dommage qu'on n'ait pas une version française, voilà, qui s'y colle. Là, on nous explique qu'en monstre rôdeur, il y aura les zombies, puisque oui, je rappelle que quand vous jouez à Dungeon Saga Origins, il y a ce qu'on appelle des monstres errants. Voilà. Et donc, surtout si ça va vous aider en fait pour l'animation, quoi. Et après vous avez la mise en place. Donc vous voyez, on n'aura besoin que de 2 tuiles. Je rappelle que dans la boîte il y a 3 tuiles au recto verso, hein. Et donc vous voyez, il faudra mettre la B1 et la A1 dans ce sens, hein, comme c'est indiqué. Et après, une fois que c'est fait, vous cliquez sur commencer l'aventure, Start Adventure, et aïe. Alors c'est vrai que c'est un petit peu particulier, hein, c'est pas, vous voyez, pleine page. En faisant double clic dessus, ça reste dans ce format-là. Là, on peut zoomer, vous voyez, moins. Là, hop, si on clique dessus, bon, on revient sur la page du début d'introduction. Là, si on clique ici en bas à gauche, c'est la maison, donc on va revenir au menu principal. Et donc voilà, vous voyez, on a ici le début de cette première quête, hein, la quête numéro 1, avec la disposition donc de nos personnages héros. Alors évidemment, ça c'est juste pour vous donner une idée, hein. Maintenant vous vous accordez avec vous-même ou avec vos copains ou vos copines si vous jouez à plusieurs en mode coopératif pour savoir qui se positionne en premier, puisque je rappelle que le nain se déplace moins vite que le barbare ou l'archer elfe. Voilà, et vous voyez, on a les flèches d'orientation aussi, hein, parce que je rappelle qu'il y a un arc avant et arc arrière. Donc là, on se retrouve dans un corridor, et on nous indique qu'il va falloir placer 2 guerriers squelettes dans ce corridor. Et vous voyez, ils ont eux aussi une orientation prédéfinie. Celui-là nous fait face, directement, et puis bah lui, il fait face évidemment en direction de son collègue. Là, nous avons une loupe qui nous indique que on pourra explorer, hein, une fois qu'on se sera débarrassé des monstres de cette zone-là, pour découvrir un trésor, un passage secret ou je ne sais quoi encore. Ici, il y a un marqueur ébloui qui va bloquer, hein, donc le passage, et une porte. Voilà. Alors bon, voilà, ça se résume à ça. Donc vous faites votre petite affaire, je m'avance, je tatane, j'élimine les monstres. Une fois que j'ai éliminé tous les monstres, avant d'ouvrir la porte, ben, comme il n'y a plus de danger, je vais pouvoir explorer si je le souhaite. Voilà. Alors, imaginons, voilà, on s'est débarrassé des 2 guerriers squelettes, je clique sur la petite loupe, bing, et là on me dit de piocher une carte exploration. Voilà, c'est comme ça que ça va se jouer, vous voyez. Donc là après on ferme, et vous voyez ce qui est intéressant, c'est que la petite loupe a disparu. Alors c'est bien, ça permet de tenir un peu les comptes à jour, hein, de savoir si on a bien ou pas exploré une zone. Et ensuite, ben, on décide, hein, d'ouvrir la porte, et en ouvrant la porte, alors on a le bruit de porte, c'est ça qui est sympa. Et ben qu'est-ce qu'on a? Et ben une nouvelle pièce qui apparaît, hein. Et là, bah, vous voyez, le maître de jeu automatisé, et ben il va devoir placer un guerrier squelette ici, juste à côté de l'ouverture, et un archer squelette dans le coin opposé, hein, de la pièce. Pas de mobilier, on peut explorer la pièce dès qu'on le pourra, et une autre porte, voilà, nous indique quel chemin il faut prendre, puisque je rappelle, ça reste un dungeon crawler. Voilà. Je vais pas aller au-delà parce que ce serait un petit peu dommage. Bon, ceux qui connaissent le jeu, ça va, mais ceux qui veulent justement avoir une idée du jeu, je vais pas continuer à tout vous dévoiler parce que sinon, voilà. Alors la question que je me pose, alors là, il faudrait faire plusieurs parties. Est-ce que systématiquement les ennemis spawnent toujours au même endroit? Il me semble que oui. Voilà. Alors, je ne sais pas s'il y a beaucoup de variations. Alors, je vérifier, mais je crois que ça se goupille comme ça. Donc, au niveau de la rejouabilité en mode Digital Overlord, je m'interroge, puisque si vous jouez le maître du jeu en tant que joueur, hein, à part entière, évidemment, bah là, vous allez pouvoir vous amuser, hein, tendre des pièges, voilà. Enfin, visiblement, enfin, je pense que vous avez plus de liberté d'action, puisque bon, si on regarde quand même le livre de quête, on voit que, comment dire, je cherche mes mots, en fait quand vous suivez le livre de quête, même en tant que maître de jeu humain, chaque pièce est en fait prédéfinie. Alors maintenant après,
Rien ne vous empêche, vous, en tant que maître de jeu, si vous souhaitez refaire les quêtes, de modifier un peu tout ça, pour créer un petit peu la surprise. Sinon, ça fait un peu, vous savez, comme les anciens jeux vidéo, où à chaque fois ça spawnait au même endroit, on savait quel type d'ennemi, voilà, donc on était prêt. Alors bon, c'est pour ça qu'ils ont ajouté aussi la notion de monstre errant, pour un petit peu rajouter des défis d'imprévus. Voilà, donc voilà ce qu'on peut dire très rapidement sur cette application. Moi, je trouve qu'elle fait le taf. Je l'ai testé avec l'ami Pascal. Vous le verrez durant la partie. Alors, on s'attardera pas évidemment sur l'application durant la partie filmée. Vous verrez des captures d'écran, des pièces au fur et à mesure. Alors, si vous avez l'intention de jouer la quête et que vous voulez qu'on ne vous dévoile rien, évidemment, je vous invite cordialement à ne pas nous suivre dans nos aventures ludiques au travers de ce dungeon crawler par la suite. Sinon, on va tout vous révéler et ça sera moins intéressant pour vous. Si voilà, vous êtes comme moi consommateur occasionnel en vous disant de toute façon c'est pas un jeu qui m'intéresse plus que ça, mais bon j'aime bien regarder ce type de vidéos, bon allez-y, faites-vous plaisir et moi ça me fera des vues. Youhouhou. Voilà, bon on peut s'arrêter là sur cette application et nous allons donc revenir au cœur du sujet, c'est-à-dire la boîte de jeu. Alors, j'espère que vous voyez bien, n'hésitez pas à mettre en pause si besoin. Donc on reprend Orlaf, donc là on a 1, 2, 3, 4, 5 points de vie avant qu'il soit épuisé et qu'il soit obligé de donner son pion réanimation au maître du jeu pour pouvoir repartir de plus belle une seconde fois. Alors, Orlaf, on nous dit que c'est un barbare humain. Alors, la carte est recto verso. Au verso, vous aurez le petit background. Je ne vous le lis pas. Je le ferai lors de la première partie d'introduction à l'univers de Dungeon Saga Origins. Donc, qu'est-ce qu'on nous donne sur cette carte comme information? Déjà, son déplacement. Il va pouvoir se déplacer de 5 cases. Donc, en mêlée, il va pouvoir, que ce soit en attaque ou en défense, bénéficier de 5 dés. Il a par contre que dalle en attaque à distance, 0, et il a une défense de 2. Donc ça sera, quand il se fera attaquer par exemple par le roi des nains mort-vivant, donc ces dés d'attaque devront dépasser, ces résultats devront dépasser 2 pour pouvoir potentiellement lui infliger des touches, donc des dégâts. Il bénéficie d'une règle spéciale, frénésie, une fois par partie, Orlaf peut relancer l'un de ces dés lorsqu'il effectue un combat au corps à corps. Et on nous indique qu'il a 2 types de prouesses, soit balayage ou inarrêtable. Et je vais vous les montrer direct tout de suite, comme ça on va pouvoir gagner du temps. Donc, hop, ce sont des cartes, je déplace là par au-dessus, qui se présentent comme ceci, vous voyez, on va la mettre comme là, ou recto verso, balayage ou inarrêtable. Alors, qu'est-ce que nous dit le balayage ? Utilisez cette carte comme action de combat au corps à corps avant de lancer les dés, puis défaussez-la. Orlaf effectue une attaque individuelle à 4 dés contre chaque monstre adjacent, y compris ceux qui se trouvent dans son arc arrière. Il est vénère. Les attaques d'Orlaf ne peuvent pas être modifiées, mais les défenseurs appliquent les modificateurs normalement. Et de l'autre côté, nous avons inarrêtable. Utilisez cette carte comme action de combat au corps à corps avant de lancer les dés, puis défaussez-la. Combattez normalement, puis si le monstre est retiré, déplacez-vous de une case et combattez à nouveau immédiatement. Continuez ainsi jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de monstres à portée ou qu'un combat ne permette pas de retirer une figurine en une seule attaque. Alors, j'en profite pour mettre de la lumière parce qu'il faisait de plus en plus sombre. À force, on va dire, ce gars vit dans une grotte, c'est pas possible. Donc voilà pour Orlaf. Ensuite, le deuxième héros que vous pouvez incarner, nous avons donc un guerrier nain qui s'appelle Rordin, combattant nain. Donc lui, il a une vitesse de déplacement de 4 cases, il a 4 dés en mêlée, 0 en attaque à distance et 3 de défense. Règle spéciale robuste, une fois par partie, Rordin peut relancer l'un de ses dés lorsqu'il se défend contre une attaque. Donc lui pareil, 1, 2, 3, 5 points de vie. Je crois qu'ils ont tous 5 points de vie en fait. Et comme prouesse, il a implacable ou coup de bouclier. Alors si on regarde ça, hop, je prends la carte, elle se présente comme ceci les amis. Donc implacable, défaussez cette carte au début du tour de Rordin pour l'utiliser. Rordin ne subit aucun dégât jusqu'à la fin de la manche. Le déplacement de Rordin est augmenté de 3 cases jusqu'à la fin de la manche. Ok. Et de l'autre côté, nous aurons coup de bouclier.
au lieu de coup de boule. Donc défausser cette carte lorsqu'elle est utilisée. Tous les monstres adjacents à Rordin doivent s'éloigner de une case si possible. Les monstres sont déplacés par le joueur héros. Aucune attaque gratuite n'est cependant déclenchée. Voilà, ça c'est pour Rordin. Alors là, pareil, hein, recto verso, voilà, un petit background du personnage. Ensuite, nous avons Madriga. Alors, je vais laisser plutôt sa carte ici, puisqu'on va voir sa prouesse dans la foulée. Donc voilà. Donc Madriga, c'est une archère elfe, 6 de déplacement, donc elle est rapide, hein, 3 que ce soit donc en mêlée, que ce soit pour l'attaque ou la défense. Là, par contre, elle a la possibilité de déclencher des attaques à distance. Elle lance 4 dés et elle a une défense de 2. Règle spéciale, tir infaillible. Une fois par partie, Madriga peut relancer l'un de ses dés lorsqu'elle effectue une attaque à distance. 5 points de vie, prouesse, pluie de flèches ou visée mortelle. Visée mortelle, utilisez cette carte comme une action d'attaque à distance avant de lancer les dés, puis défaussez-la. Ajoutez plus un dé à votre jet d'attaque à distance. Une fois que le monstre ennemi a lancé ses dés, vous pouvez relancer n'importe lequel de vos dés d'attaque. Le second résultat est conservé. Et enfin, de l'autre côté, pluie de flèches. Utilisez cette carte comme une action d'attaque à distance avant de lancer les dés, puis défaussez-la. Effectuez jusqu'à 3 attaques à distance ce tour-ci. Résolvez chaque attaque avant de décider de la cible suivante. Ça, c'est cool. Ça, c'était donc Madriga. Et le dernier héros de la bande, c'est Danor, le sorcier humain. Donc, lui, il a 5 de déplacement, 2 en mêlée, 0 en attaque à distance et 1 de défense. C'est le plus fragile hein, de tous. De toute façon, c'est pas un combattant. Donc, sorcier humain de son état, règle spéciale magistère. Une fois par partie, Danor peut relancer l'un de ses dés lorsqu'il lance un sort. Lanceur de sort, choisissez 2 sphères de cartes sort pour la partie. Donc ça, c'est lors de la mise en place. Et prouesse, concentration ou force des arcanes. Alors, lui aussi, 5 points de vie. Donc, force des arcanes, défaussez cette carte pour l'utiliser. Danor peut lancer 2 sorts différents, l'un après l'autre. Une fois les 2 sorts résolus, lancez un dé pour chacun d'eux. Sur 5 ou 6, le sort n'est pas défaussé et peut être réutilisé à partir de la prochaine manche. Et concentration. Défaussez cette carte lorsque vous lancez un sort. Choisissez un sort et utilisez-le normalement. Cependant, au lieu de défausser la carte sort, conservez-la. Elle peut être réutilisée à partir de la manche suivante. À la place, vous pouvez sélectionner un sort déjà défaussé et l'utiliser à nouveau, mais il reste défaussé après utilisation. C'est quand même bien pensé, c'est bien vu. Donc là, c'était pour nos héros et leurs prouesses. Du côté donc de ce qu'on appelle les monstres. Donc, dans la boîte, vous allez avoir des cartes comme ceci qui représentent ce qu'ils appellent en fait les sbires. D'accord? Alors, les sbires. Nous aurons le guerrier squelette. Donc, 2 en mêlée, 4 de vitesse, 2 de défense, 0 en attaque à distance. Et comme je vous le disais tout à l'heure, os animé, donc petite règle spéciale. Lors d'un combat au corps à corps, ce monstre peut relancer l'un de ses dés. Ayant obtenu un 1, le second résultat est conservé. D'ailleurs, je crois que dans l'exemple que je vous ai montré tout à l'heure, je me demande s'il n'a pas fait un 1. J'aurais dû relancer son dé. Bref, seuil de dégâts 2, donc c'est un sbire de niveau 1 et il est décérébré. Alors ça, c'est important. Pourquoi? Parce que on va du coup se référer à leur carte comportement. Et ces cartes-là, alors surtout si vous avez un maître de jeu automatisé. Ce sont des cartes qui se présentent comme ceci. Donc je vous les montre direct. Hein. Donc hop, si on prend, alors vous voyez, il y a vicieux, la nuée, évidemment elles sont à l'envers. Là c'est initiative du boss, donc ça c'est plutôt là. Nuée décérébrée. Donc là on a vu qu'ils étaient décérébrés. Donc lorsqu'on va vouloir jouer avec ces sbires-là, pour déterminer si on joue en mode automatisé leur comportement, on va se référer à cette carte. Et qu'est-ce qu'elle dit cette carte concernant, puisqu'il est décérébré? Cible la plus proche, déplacement direct, initiative du boss plus 2. Donc ça va avoir une influence sur lui. Donc la question qu'il faut se poser, c'est est-il engagé, est-il cerné, est-il en vue, est-il proche, est-il éloigné? Et donc on répond par oui ou par non. Donc, engagé, s'il l'est, ben, il combat au corps à corps. S'il est cerné, il va changer d'orientation et combattre au corps à corps. S'il est en vue, il va effectuer sa plus forte attaque à distance. Voilà, ça va être un peu compliqué puisque lui n'en a pas. Parce qu'en fait, il n'y a pas que le guerrier squelette qui est décérébré. Il y a également, vous voyez, le troll zombie qui est décérébré. Bon, et les archers aussi squelettes. Est-il proche? Donc, il va choisir le déplacement le plus court pour être à
1 à portée pour attaquer à distance ou 2 adjacents pour combattre au corps à corps en fonction de l'arme dont il est équipé. Et est-il éloigné, il va effectuer un déplacement complet vers la cible. Voilà, vous voyez. Alors ensuite, on a quoi? Le troll zombie. Alors, attaque de mêlée 4, déplacement 4, défense 4 quand même. 0 en attaque à distance, c'est une grande figurine. Et lui, il faudra, et comme on l'a vu dans le livret de règles, infliger 3 dégâts pour s'en débarrasser. Donc c'est un sbire de niveau 4 et il est décérébré. Nous avons un revenant nain, 4 en mêlée, 4 en déplacement, 3 en défense, 0 en attaque à distance. Là, pas de règle spéciale. Donc seuil de dégâts 2 pour s'en débarrasser. Donc sbire de niveau 4, décérébré. Nous avons le fantôme, donc qui a une attaque de mêlée de 3, un déplacement de 3, une défense de 3 et 0 en attaque à distance. Il est éthéré, peut se déplacer à travers tous les murs et cases révélées, même celles contenant des héros ou du mobilier. Seuil des dégâts 2. D'ailleurs, pour ceux qui se poseraient la question concernant les pièges au sol ou machin, les ennemis ne sont pas concernés. Ils peuvent traverser ces cases-là sans déclencher les pièges. Donc seuil des dégâts 2. Donc c'est un sbire de niveau 3. Ah, et lui par contre, il est vicieux. Alors, si on prend sa carte, la carte qui va bien avec, vicieux cible, donc la plus faible, la plus proche, déplacement en protection, plus direct. Donc il va aller au plus vite, directement sur sa cible, mais il va utiliser les murs et tout pour ne pas offrir son arc arrière en résumé, quoi. Ensuite, pareil, hein, engagé, combat au corps à corps par ordre de priorité des cibles. Cerné, change d'orientation, effectue un combat au corps à corps par ordre de priorité des cibles. Vous voyez, là, il va pas cogner le premier venu, en fait. Ensuite, en vue, effectue sa plus forte attaque à distance. Proche, choisit le déplacement le plus court pour être à portée optimale 1 pour attaque à distance ou 2 pour combattre au corps à corps. Éloigné, effectue un déplacement complet vers la cible préférée. Bon, ça se répète un peu, mais il y a quand même quelques petites subtilités au départ. Donc ça, c'était pour le fantôme vicieux. Il n'y a pas que lui qui est vicieux, je crois. Ah ouais, alors vous voyez, on revient à l'archer squelette, qui est décérébré. Donc, avec la règle os animé, hein, comme le guerrier squelette, hein, bon, voilà, comme ça on n'est pas perdu. 2 en attaque de mêlée, 4 en déplacement, 1 de défense et 3 par contre en attaque à distance. Ils sont un peu agaçants, je dois dire. Donc c'est un sbire de niveau 1, décérébré. Voilà, on a... Ah non, je crois que oui, effectivement, il n'y a que le fantôme qui est vicieux, puisque après on passe aux zombies cuirassés. Donc 3 en attaque de mêlée, 4 de déplacement, je vais retirer cette carte en même temps, 3 de défense, 0 en attaque à distance. Loi de la horde, lorsqu'elle attaque lors d'un combat au corps à corps, cette figurine reçoit plus 1 dé pour chaque autre figurine de zombies et de zombies cuirassés adjacentes au héros attaqué. Seuil des dégâts 2, c'est un sbire de niveau 2, et donc avec la règle de nuée. Et nuée, ça se présente comme ceci. Cible, embuscade, la plus proche, déplacement prudent, initiative du boss, il n'y en a pas. Engagé, combat au corps à corps par ordre de priorité des cibles. Cerné, change d'orientation et combat au corps à corps par ordre de priorité des cibles. En vue, effectue sa plus forte attaque à distance puis se déplace le plus loin possible pour apporter du soutien à une figurine amie par ordre de priorité des cibles. Proche, se déplace le plus loin possible pour attaquer à distance optimale en utilisant tout couvert disponible et effectue en priorité 1 un combat au corps à corps, 2 une attaque à distance. Éloigné, effectue un déplacement complet vers la cible préférée mais reste hors de vue, 2 déplacements de l'ennemi, le plus proche en utilisant tout couvert disponible. Là. Super. Donc ça c'était pour le zombie cuirassé et nous avons le zombie. Attaque en mêlée 2, 4 de vitesse, 1 de défense, 0 en attaque à distance, loi de la horde, comme le zombie cuirassé. Seuil des dégâts 2, c'est un sbire de niveau 2 et avec la règle nuée. Et donc la règle qui nous manque, c'est rusé. Donc vous voyez, dans le lot qui est proposé là, alors il faut voir avec le roi des nains, mais je n'ai pas vu effectivement de monstre utilisant cette carte de comportement rusé. Donc cible, embuscade, la plus proche, déplacement, protection, plus prudent, initiative du boss, -1. Donc pareil, hein, voilà. Alors est-ce qu'il y a une petite différence? Combat au corps à corps par ordre de priorité des cibles, change d'orientation et combat au corps à corps par ordre de priorité. Ouais, en fait, c'est toujours un peu la même chose qui revient. N'hésitez pas à faire un arrêt hein, et à regarder ça plus en détail. Ensuite, là, donc on a bien 2 cartes de boss qui sont pas recto verso, hein, comme les sbires. Hein.
Alors, on a le roi des nains mort-vivant. Règle spéciale, ennemi ancestral. Lorsqu'un héros combat cette figurine au corps à corps, lancez d'abord un dé. Sur un résultat de 5 ou 6, le héros lance un dé de moins pour cette attaque. Super. Allez, vous voyez, il est de niveau 5, mais il est décérébré. Et il a 5 points de vie comme les héros. Donc, il a 4 de déplacement, 4 en attaque, 0 en attaque à distance et 4 de défense tout de même. Et on a le troll zombie tyrannique, 5 points de vie. Donc, c'est un boss. Hein. Il est de niveau 5 et il est vicieux. Donc le vicieux, ben voilà, ok. Donc, régénération en règle spéciale, lorsque cette figurine subit des touches, lancez un dé, sur un résultat de 5 ou 6, réduisez de 1 le nombre de touches subies. Et c'est une grande figurine, donc elle aura des règles à respecter au niveau de son déplacement. Et enfin, donc 4 de déplacement, 5 en attaque, 0 en attaque à distance, 4 de défense. Voilà. Et la carte initiative du boss. Donc, au début du tour, je vérifie en même temps si vous voyez quand même, hein, au début du tour du maître de jeu, mais avant qu'un monstre ne soit activé, lancez un dé et référez-vous aux options ci-dessous pour déterminer quand le boss choisit de s'activer pendant son tour. Vous voyez, il y a quand même des subtilités dans ce jeu. Comme résultat 1 à 2, il reste en retrait. Le boss choisit de regarder les autres sbires attaquer les héros en premier, il s'active en dernier lors de cette manche. 3-4, il est en soutien d'un calme diabolique, le boss attend son tour pour frapper, il s'active normalement lors de cette manche. Et 5 ou plus, il charge. Menant ses troupes en poussant un hurlement, le boss se lance à l'attaque, il s'active en premier lors de cette manche. Vous voyez, c'est quand même bien géré. Ce que je vous propose, du coup, c'est de regarder le restant des cartes. Hop. Vous avez donc devant vous l'ensemble des cartes disponibles, hein, en plus des cartes héros, des cartes prouesses et des cartes monstres et sbires et compagnie, là, que je vous ai montré juste avant. Alors, aussi à signaler que vous aurez cette carte-là lorsque vous déciderez de jouer en solo ou en mode coopératif. Donc, c'est la carte humeur du maître et il y a deux faces, passif ou agressif. Donc, en clair, l'humeur du maître, quand il sera d'humeur passive, donc il nous indique qu'il faudra retourner cette carte sur sa face agressive lorsqu'une nouvelle porte ou un nouveau passage secret est ouvert, lorsqu'un piège au sol ou un piège surprise est déclenché, lorsqu'un héros s'attaque et échoue à tuer un sbire ou à infliger des dégâts à un boss. Cette carte est utilisée pour suivre l'humeur actuelle du maître de jeu automatisé et ainsi déterminer quand il interrompt les tours des héros. Parce qu'effectivement, dès qu'il va passer agressif, il faudra aller piocher la carte du dessous de la défausse des cartes exploration ici présentes. Et si vous obtenez un symbole interruption, là, du coup, il faudra dépenser un de ces jetons et vous pourrez donc activer un monstre éligible. Hein. Ben, il faut qu'il soit présent, évidemment, et qu'il n'ait pas déjà été activé, pour pouvoir aller tataner nos héros. Prenons cette carte, non, là c'est de l'or. Je vais vous montrer directement le type de carte. Voilà. Vous voyez, par exemple, si lorsque vous irez chercher dans la défausse du deck exploration, donc la dernière carte, la carte du dessous, et si vous piochez une carte avec ce symbole-là, donc là, le maître du jeu automatisé pourra dépenser un jeton interruption et donc aller emmerder nos héros. Voilà, donc là, c'est quand il est passif. Donc voilà, on l'a contrarié, il passe agressif. Et donc, humeur du maître, agressif, retournez cette carte sur sa face passive au début de chaque manche. Et si lors d'une interruption, le maître du jeu réussit à infliger des dégâts à un héros, bah oui, il est content, il a fait du mal à ses héros. On lui rappelle que cette carte est utilisée pour suivre l'humeur actuelle du maître du jeu automatisé. Voilà, donc une carte très importante, hein, si vous voulez jouer en mode solo coop. Vous aurez également des cartes aide de jeu qui sont plutôt bien faites. Donc vous voyez, vous avez le résumé des pièges, vous avez le résumé des actions pour les héros, vous avez le résumé des attaques à distance et le résumé des attaques au corps à corps. Et donc vous aurez deux cartes de chaque type, hein, voilà. Et ce qui est suffisant voilà, pour autour d'une table lorsqu'on est 4 héros, 4 joueurs. Voilà, donc pour le restant des cartes proposées dans la boîte, vous aurez des cartes sorts. Bon bah les cartes sorts vont surtout s'adresser à Danor, hein, le sorcier humain. Des cartes équipement qui là sont communes, des cartes légendaires et des cartes exploration qui là aussi sont communes. Alors pour les sorts, vous aurez donc
L'hydromancie, 3 cartes de type hydromancie. On va regarder par exemple la première. Qu'est-ce qu'on nous dit? Profondeur écrasante, la cible doit être visible. Jusqu'à la fin de la manche, le déplacement et l'armure de la cible sont réduits de 2 jusqu'à un minimum de 0. Voilà, pas mal. Donc 3 cartes. Vous avez ensuite enracinement. Donc là, c'est de la magie phonique. Il y en a 3 également. Donc si on prend la première de chaque, la cible n'a pas besoin d'être visible. Elle est incapable de se déplacer jusqu'à la fin de la manche. Elle attaque et se défend avec moins 1 dé. Cela s'ajoute à tout autre modificateur. Et enfin, la pyromancie. Donc 3 cartes aussi. Et si on prend la première, mer de flamme, tous les monstres situés dans un rayon de 2 cases subissent une attaque à 3 dés avec une valeur d'armure réduite de 2. Une fois ces attaques résolues, lancez un dé. Sur 5 ou 6, la figurine qui a lancé le sort subit un dégât. Bah oui, c'est un peu cramé les doigts. Voilà pour les sorts. Donc 9 cartes. Et donc, je rappelle, pour la mise en place, notre héros Danor, il va devoir sélectionner 6 sorts. Il ne peut pas faire un panachage. C'est phonique, pyromancie ou hydromancie. Enfin, après, nous avons les cartes équipement. Enfin, c'est pas terminé. Donc, on en a quelques-unes. Il n'y en a pas non plus énormément, tant que ça. Vous voyez, bon, on a des boucliers, armure de plate, grande hache, arc de guerre elfique, couteau de lancer, lance. Voilà. Et on a leur coût en pièces d'argent. En pièces d'or, pardon. Et là, par exemple, si on prend le marteau lourd, qui ferait plaisir à notre guerrier nain, donc cette arme vous permet de relancer l'un des dés de défense de votre ennemi lors d'un combat au corps à corps. Le second résultat est conservé, donc on parle bien de la défense, c'est précis. Ça coûte 200 pièces d'or. Voilà. Hop, nous avons les cartes légendaires. Donc, amulette de protection de Dinlaf, bâton de creuset, briseur de tempête, cuirasse, surcote de... Ouais, voilà, bref, des petits trucs sympas. Donc, vous voyez, là, par contre, on ne peut pas les acheter. Donc, lorsque le héros est la cible d'une attaque à distance ennemie ou d'un sort, il lance un dé sur un résultat de 4 ou plus. Le héros ne subit aucun dégât de cette attaque, ne peut être utilisé qu'une fois par manche. Là, c'est pas limité à une fois par partie, donc ça, c'est bien. Voilà. Et enfin, les fameuses cartes exploration, qui est un deck de cartes un peu plus conséquent, puisque on explore quand même beaucoup. Je rappelle, c'est quand même un dungeon crawler. Vous voyez, potion de célérité, sac d'or. Eh oui, et on a aussi des pièges. On n'a pas que des cartes, monstres errants. Vous voyez, ça fait partie des cartes exploration. Eh oui, on ne découvre pas que des super trucs lors d'un dungeon crawler. Bredouille! Allez, rats. Vous avez beau chercher, vos efforts sont vains et vous ne trouvez rien. Vous imaginez? Et en plus, c'est une carte qui peut faciliter l'interruption. Voilà, donc il y a des choses positives et des choses qui le sont beaucoup moins, vous l'aurez compris. Et voilà. Donc voici pour les cartes. Je crois qu'on a fait le tour d'horizon et on va regarder les petites figurines maintenant. Allez, je vous propose de commencer par celui qui arrive le premier, à partir de la boîte. Donc nous avons Danor, le sorcier humain. Et voici Danor, les amis. Qui lance ses sorts. Bon, il a intérêt d'assurer, parce que franchement, s'il assure pas, ça va chier des bulles, c'est moi qui vous le dis. Hop. Voilà Danor, premier héros de la bande, suivi de Orlaf. Hop. Orlaf, qui est le barbare humain, avec sa hache et sa tatane. Alors, certains ont reproché à cette nouvelle édition d'avoir fait des socles ronds, parce que c'est vrai qu'il y a cette notion d'arc avant. Alors, il faudra utiliser la hache, ou dans le cas de Orlaf, pour situer son arc avant, ou, comme on l'a vu, le sceptre, le bâton de Danor. Mais alors, c'est vrai que ça prend un peu de place sur les dalles, en fait. C'est ça le petit souci, allons-nous dire. Parce que comme c'est des petites cases, parfois ils ont tendance un petit peu à se mettre des coups de hache dans la tête ou ce genre de choses. Ça se marcher sur les pieds. Voilà donc pour Orlaf. Nous avons ensuite Rordin, le combattant nain. Le voilà avec sa grosse masse et ça va tataner du steak pour attendrir la viande de zombie. Rien ne vaut un combattant nain qui sort de sa montagne à cheval. Non, il ne monte pas à cheval. Des poneys, peut-être. Des boucs. Sur des boucs. Voilà. Ensuite, hop, notre archère, Madriga. Une touche de beauté féminine dans ce monde de brutes. Avec une pose dynamique qui décoche ses flèches entre les deux yeux des zombies et des guerriers squelettes.
qui sont un peu trop curieux et entreprenants. Ouais, j'ai l'âme d'un poète parfois. Voilà, donc Madrigal. C'est vrai qu'on est vraiment dans le concept classique du donjon crawler. Mais c'est bien, c'est bien. Il faut de temps en temps que des jeux comme ça ressortent pour se mettre dans le bain. Alors là, on a les nains là. Ah, je vous montre les deux hein, en même temps. Enfin, en même temps, ça va être un peu compliqué, vous voyez. Oh, alors ça, c'est un petit rajout de ma part. Hein. Alors, je les ai pas encore peints. J'avais du Rabio qui traînait. Je me suis dit, oh tiens, ouais, ça va un peu égayer les socles. Vous voyez, hein. Ah là 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 là. Ils reviennent d'entre les morts pour se venger. Hop. Le deuxième. Bon là, ce sont des rats normalement. Hein. Oui, bon, c'est des rats blancs. Je sais, je les ai pas peints. Ouh, Ronan, tu nous as menti. Tout n'est pas prêt. Bon voilà. Alors eux, c'est... Alors attendez, il faut que je regarde dans le livret de règles avant de dire des grosses bêtises. Ouais, c'était un revenant nain et le roi des nains mort-vivant. Ensuite, on a les archers squelettes qui sont au nombre de 2. Voilà, premier archer squelette. Alors, il faut savoir que j'utilise beaucoup la peinture contraste. Hein. Alors, j'avais fait, il y a plusieurs mois de cela, une vidéo où je montrais, ben voilà, je peignais quelques figurines avec. Et après, on peut venir compléter, peaufiner avec de la peinture acrylique pour relever certains détails, accentuer des choses, etc. Bon, moi, c'est largement suffisant, hein, ça me convient. Hein. Voilà. Mais 3/4, c'est du contraste. Army Painter. Et je fais pas de pub, hein. C'est payé par mes deniers, par mes sous. Hein. Mais bon, comme certaines peintures deviennent hors de prix, je suis Baudor, que vous êtes comme moi à la recherche de bons plans, largement moins coûteux. Là, c'est les guerriers squelettes, hein, au nombre de 2. Alors, il y en a qui tiennent des épées et 2 autres qui tiennent des haches. Donc là, c'est pour les épées. Alors, j'ai pas fait mon feignant, hein. J'ai essayé de varier un peu les, vous voyez, les couleurs des tenues vestimentaires. Hein. J'ai pas fait à la chaîne, quoi. Comme du zombicide, vous voyez. Hop. Ah oui, alors, ouais, ceux-là sont avec les haches, vous voyez. Je sais pas pourquoi j'ai fait la cape bleue, je trouve ça un peu... je trouve que ça sort un peu du contexte, en fait, pour un Dungeon Crawler. Vous voyez. Tac. J'arrête pas de dire, vous voyez. Bah oui, on voit que ça. Voilà. Le copain qui va avec. J'ai essayé de faire un effet un peu sali, quoi. Ouais, parce que bon, porter des fringues... Vous savez, ça me rappelle un peu les séries américaines là, des années 90, là. On était censé être dans des mondes impitoyables, fantasy, etc. Et ils avaient des vêtements, on a l'impression qu'ils sortent du pressing, les mecs. Et les nanas, d'ailleurs. Ils sont maquillés, peaufinés, les ongles propres, les mecs, ils ont des dents ultra bright, le pli au pantalon. Et ça te sort, quoi, carrément, quoi. T'arrives pas, du coup, à rentrer dans l'univers, quoi, dans l'élément, tu sais. Tu dis, mais mon Dieu, c'est quoi ce truc-là? Oh, j'ai de la peinture, je constate, je suis en train de faire une sous-couche à la bombe, là, j'ai réussi une gouttelette. Ah, mon Dieu, c'est acide! Bon, revenons. Donc là, c'est les cuirassés zombies. Voilà. Allez, viens voir ton copain. Oui, bon, là, ils sont un peu identiques, hein, parce que bon, c'est un peu, on va dire, hein, c'était peut-être des chevaliers, hein. Enfin, ils ont un plumeau sur la tête, là, ils sont mieux équipés que la plupart, là. Ils étaient partis en quête et ils ont succombé dans les donjons. Là, on a les revenants. Voilà, les revenants. Bon, ça passe à travers les murs, hein, évidemment, hein, saloperie. Et on en a 2 pour le prix d'un, évidemment. Hein. Alors c'est bien le thermoformage aussi, hein, pour ranger les figurines, c'est un truc que j'apprécie, qui se fait de plus en plus aussi au niveau des boîtes de jeux, vous voyez. Bon, bah, arrête, non. Ensuite, hop, des zombies. Encore. Après zombicide, des zombies. Bon, je vous avouerai, je commence un peu à en avoir marre de peindre des zombies. Hein. Voilà. Bon là, je suis pas trop fan, mais bon, j'ai essayé de faire un truc avec, vous savez, comme il y a des traces de morsure, mais c'est trop vif en fait. Vous voyez. Bon, en clair, là, ils sont morts il y a pas longtemps. Hein. Parce que ouais, j'en ai mis là, mais en fait, si on regarde bien, j'aurais dû en mettre là aussi, vous voyez.
J'ai fait ma feignasse. Voilà. Hop. Encore 2 autres zombies. Ah, il y a un peu de variante hein, quand même, hein, au niveau du bestiaire. Hein, ils se sont pas contentés de nous mettre les 4 mêmes zombies, les 4 mêmes guerriers, nains, enfin squelettes, pardon. Voilà. Ils nous ont mis des jumeaux, c'est bien. Hein. Et enfin, bah, il me reste quand même ce qu'ils appellent... Ah, viens là. Nous avons le troll zombie. Alors oui, j'ai pas peint les rats, là non plus, faut que je le fasse. Voilà. Oui. J'aime bien, il a la moitié d'un corps humain. Hein. Et en plus, le pire, c'est qu'il va s'en servir comme projectile, quoi. Alors je te dis pas, tu vas te ramasser ça sur la face, ça va t'éclabousser de partout. Non seulement ça va te blesser, mais en plus, tu vas être infecté, quoi. Avec son petit collier d'os, là. Et puis j'aime bien les boyaux qui commencent à ressortir. Et le deuxième boss hein, de la boîte, hein, c'est le troll zombie tyrannique. Parce qu'il balance des caillasses sur les copains pour se faire obéir. C'est comme ça que j'interprète le truc, mais bon, c'est pas du tout ça. C'est plutôt la grosse caillasse qui va atterrir sur ta face. Parce que la curiosité est un vilain défaut, tout le monde le sait. Voilà. Et voilà les amis, ainsi s'achève cette vidéo, grosse vidéo, hein, en n'ayant pas peur des mots, consacrée au jeu Dungeon Saga Origins. Alors malgré sa longueur et malgré les répétitions qu'il y a pu y avoir, et il y en a eu, j'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous aura apporté les informations nécessaires concernant le jeu, surtout si vous avez l'intention d'une part de vous le procurer ou d'autre part de nous suivre à l'avenir lors de nos aventures épiques au travers des donjons, donc de Dungeon Saga Origins. Dans pas longtemps, je vais mettre en ligne notre première partie, notre première quête, hein, les morts animés, quête que j'ai pu jouer en compagnie d'un des abonnés de la chaîne, hein, l'ami Pascal, que je remercie, et avec qui j'aurai plaisir de nouveau de parcourir les donjons, de vivre une grande aventure avec un grand rat, voilà. Et sur ce, eh ben, si c'est pas fait, eh ben, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, ça me permettra d'obtenir ma petite récompense, hein, pour le temps et le travail fourni. N'hésitez pas non plus à commenter, hein, à partager. Et donc, je vous dis à très très bientôt pour la suite de nos aventures vidéoludiques. Sur ce, prenez soin de vous. Bisous, poutou.